Notre invité, donc, Bénédicte Savoie, est avec nous. Bonsoir Bénédicte, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir. Très heureuse Bonsoir. d'être avec vous. Ben, merci beaucoup Bénédicte, comme je le disais, hein, vous êtes loin, vous êtes comme je le disais, vous êtes voilà, à Riyad actuellement. Mais merci beaucoup en tout cas de prendre le temps d'être avec nous pour échanger, pour discuter. C'est un plaisir. Merci. Non, donc Bénédicte, comme pour ceux qui vous découvrent, et je pense qu'ils sont nombreux dans le chat ce soir, je le rappelle, vous êtes historienne de l'art, professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin, et vous avez aussi une chaire au Collège de France, une chaire donc histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe du 18e au XXe siècle, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la question des restitutions des œuvres d'art et sur leurs différentes problématiques, sur la question des spoliations, des restitutions à travers l'histoire, dans le contexte décolonial notamment, mais pas seulement, notamment durant la période révolutionnaire et napoléonienne. On va avoir l'occasion d'en discuter parce que c'est un sujet effectivement que l'on cantonne très souvent à la question décoloniale, en tout cas en France, c'est le sujet qui nous touche très, très souvent, mais en fait c'est les théâtres historiques, géographiques sont bien plus larges et les problématiques aussi. Donc ça va être un sujet qui est assez passionnant. Et en plus, c'est surtout, peut-être que certains l'ont vu passer, c'est aussi un sujet qui est éminemment d'actualité. Et quand je dis d'actualité, c'est vraiment d'il y a quelques jours, même de cette semaine, puisque la semaine dernière, plutôt, l'Assemblée et le Sénat ont voté une loi ayant pour but de faciliter la restitution des œuvres d'art, notamment en les sortant du domaine en les permettant de les sortir du domaine public par décret et non plus par des lois spécifiques qui devaient faire au cas par cas la possibilité de restituer ces œuvres à des États ou à des personnes morales, et donc de le faciliter. Cette loi, c'est une promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron, qui en 2017 à Ouagadougou disait vouloir ouvrir une nouvelle page des relations entre la France et les anciens pays colonisés. Alors c'est un sujet qui est éminemment complexe, ce sujet des restitutions, puisqu'il y a des enjeux mémoriels, juridiques, scientifiques, diplomatiques. Et Bénédicte Savoie, c'est un sujet, et j'aimerais savoir, et c'est un peu les questions pour lancer nos émissions, comment est-ce que vous êtes attaché à ce sujet, la question des restitutions? Comment je suis tombée dans ce bassin-là? Je suis Exactement. tombée par hasard. Comme vous l'avez dit, j'habite à Berlin. J'y habite depuis un séjour Erasmus, donc il y a assez longtemps. Et j'y suis restée. Et dans les premières années de mon séjour là-bas, je passais tous les jours, en fait. J'avais un job pas très loin de la porte de Brandebourg. Et pour ceux qui connaissent la porte de Brandebourg, qui est le symbole de Berlin, il y a 4 chevaux dessus, un quadrige. Et un jour, quelqu'un me dit, tu sais, le quadrige avait été emporté par Napoléon à Paris. Donc, si tu vas à Paris, va aux archives parce que on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec quand il a été à Paris. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais jamais entendu dire que Napoléon était venu à Berlin. On n'avait pas trop fait Napoléon au lycée. C'était pas trop dans les programmes. On s'arrêtait plutôt on faisait Bonaparte et on s'arrêtait après. Enfin, tout ce qui était un peu moins agréable pour l'histoire de France, la conquête de l'Europe et tout. Bon, on avait évité. Et il se trouve qu'en effet, je suis allée à Paris, je suis allée aux archives pour savoir ce qui était arrivé donc avec ce quadrige. Et là, j'ai eu un peu une chance d'historien, quelque chose qui arrive rarement dans une carrière, c'est d'ouvrir un carton et de trouver des choses qui n'avaient été pas publiées, jamais publiées. Et notamment, là, c'était vraiment sympa comme découverte parce que c'était un petit, une feuille avec un petit système qui permettait de relever le quadrige et de voir où les Parisiens avaient prévu de le mettre, c'est-à-dire sur le Pont Neuf, là où aujourd'hui il y a la statue d'Henri IV. Voilà. Donc tout ça, ça m'a fait, voilà, exactement, le quadrige. Tout Ça à m'a fait fait. un effet. Moi, j'étais germaniste à l'origine. Je n'avais pas travaillé dans des archives. C'était la première fois que je passais les portes des archives nationales à Paris. Et c'est une sorte d'émotion archivistique qui marque. Et à cette époque-là, je ne voulais pas du tout devenir historienne. Je voulais plutôt m'échapper de l'université, faire des choses plus sympas, plus marrantes. Ce que je croyais être plus sympa et plus marrant. Et en réalité, avec ce sujet-là, je suis tombée dans un terrain absolument extraordinaire et un peu qui avait été travaillé au 19e siècle par des gens très nationalistes, Mhm. donc qui s'étaient accusés les uns de spolier, les autres donc les uns d'attaque de la civilisation, les autres de barbarie, etc. Enfin, ces rhétoriques Mhm. habituelles qui avaient accompagné tout depuis Napoléon. Et voilà, et moi j'arrivais d'une branche de la germanistique qui s'appelait les transferts culturels, D'accord. euh, et c'est aborder tout ça autrement. Bah justement, on va pouvoir l'aborder avec vous. C'est le but de notre entretien. Malgré tout,
ce qui est intéressant, c'est qu'on échange autour de cette... qu'on comprenne un peu déjà d'où on parte. Et l'actualité quand même est assez brûlante à ce niveau-là. On le parlait justement de cette loi de restitution qui a été votée la semaine dernière. Moi, j'aimerais déjà savoir où est-ce qu'en est la France par rapport à tout ça, de ces restitutions. Quand on parle de restitution, de quoi on parle vraiment? Qu'est-ce qu'on veut rendre? Qu'est-ce que c'est les enjeux autour de ça? Les restitutions, le sujet dont on parle aujourd'hui, en 2026, c'est les restitutions aux anciennes puissances colonisées. C'est de ça qu'on parle. On ne le dit pas, on ne l'ajoute pas. On ne parle pas des restitutions, par exemple, de ce que Napoléon ou la France n'aurait pas rendu en 1815 après Waterloo. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et on ne parle pas encore vraiment, mais ça va entrer dans la discussion de biens archéologiques ou en tout cas de collections entières. On parle de quelques objets comme le célèbre buste de Néfertiti qui est à Berlin depuis la veille de la Première Guerre mondiale. On parle de des frises du Parthénon qui sont à Londres depuis le 19e siècle. Mais en gros, quand on en parle aujourd'hui, au printemps 2026 et depuis quelques années, on pense surtout au vidage, ce n'est pas exactement le terme, mais à la manière systématique dont les puissances européennes ont vidé les pays africains notamment, et les pays colonisés plus généralement, donc pour ce qui concerne les Pays-Bas, disons l'Indonésie, pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, l'Inde, pour ce qui concerne tous ces pays-là aussi, l'Afrique, mais aussi l'Asie. Voilà, quand ces puissances européennes ont pratiqué non seulement un extractivisme des ressources naturelles, mais aussi celle des ressources culturelles. C'est de ça qu'on parle et du fait qu'aujourd'hui, si on additionne les inventaires des musées publics en Europe tels que ces musées les assument, les présentent eux-mêmes, on arrive, pour ce qui concerne le continent africain, qui est mon domaine d'expertise, à 500 000 numéros d'inventaire dans les musées publics européens. C'est-à-dire presque tout l'héritage matériel du continent africain sur le continent européen, presque rien en Afrique, mais presque rien non plus, ou rien du tout en Asie, alors que par exemple la Chine a des relations anciennes avec le continent africain, et un nombre assez faible de pièces de très grande qualité au Canada et aux États-Unis. En gros, pour faire vite, l'Europe s'est accaparée au 19e siècle des richesses historiques qu'elle a gardées, et quand on en parle aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Et la question sous-jacente, c'est que veulent les sociétés d'aujourd'hui, en 2026? Que voulons-nous pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, faire de cet héritage du 19e siècle? Est-ce qu'on veut continuer à dire, voilà, il y a des raisons historiques qui ont amené ça chez nous et c'est très bien comme ça, on garde? Ou est-ce qu'on considère que garder 500 000 pièces du continent africain dans des réserves invisibles en Europe, c'est le modèle qu'on veut pour la suite du 21e siècle? C'est de ça qu'on parle. Ça a été l'une des discussions. Il y a eu des discussions qui ont été... Ces discussions-là, notamment, elles ont été menées à l'Assemblée nationale, des discussions qui sont faites entre tous les partis, et il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été avancés par les partis. Où en est la France par rapport à d'autres pays aujourd'hui? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce que cette loi, elle nous fait devenir une nation avant-gardiste sur le sujet? Est-ce qu'il était temps? Où est-ce qu'on se situe? En fait, la question que vous posez, c'est la question du Jeux olympiques des restitutions, une espèce de concurrence latente, exprimée entre les nations. Est-ce qu'on est les premiers? Est-ce que c'est nous qui avons, etc. Moi, ce que je tiens à rappeler, ce que je rappelle souvent, c'est que d'abord, ce sont les nations africaines qui, au moment des indépendances, dans les années 60, ont commencé de réclamer leurs dus, leurs biens spoliés. Pas tout, mais une partie. Et donc, tous et toutes, enfin toutes les nations européennes sont en retard, si on veut. Ou en tout cas, ça aura mis 60 ans, entre les années 60 et maintenant, avant qu'une réaction ait lieu. À l'intérieur de ce massif retard, de ce retard massif, la France a joué un rôle essentiel qui a été aiguillonné par la République du Bénin. Là encore, il faut arrêter de se regarder le nombril sur ces questions de restitution. Les premières demandes qui ont réactivé la situation dans laquelle on est aujourd'hui après donc une tentative qui a échoué dans les années 60-70. Le sujet a disparu pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et il est à nouveau là, il est à nouveau parmi nous. Il n'est pas parmi nous parce qu'Emmanuel Macron, jeune président en 2017, a décidé de relancer le sujet. Il est d'abord et avant tout à nouveau parmi nous parce que le Bénin, la République du Bénin, en 2016 au plus tard, a demandé à la France une restitution partielle de son patrimoine pillé pendant une campagne militaire au début des années 1890, et que la réponse de 2016 sous François Hollande, ça avait été
D'abord, après 4 mois de non-réponse, oui, bon, collègues béninois, on sait que le patrimoine, c'est important. C'est pas la peine de nous l'expliquer. En gros, nous, les Français aussi, pour nous, le patrimoine, c'est très important. Mais malheureusement, la France a des lois et des formules juridiques qui sont les 3 mots suivants imprononçables: inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité. Et donc, collègues béninois, malheureusement, on ne peut rien vous rendre. Ça, c'était la situation fin 2016. Et Emmanuel Macron, en effet, pour ce qui concerne cette relation-là, donc de la France avec les anciennes puissances colonisées par la France, est venu changer de manière radicale la donne en allant à Ouagadougou prendre ses distances de cette attitude française qui était une attitude bicentenaire pratiquement. Ça faisait longtemps que c'était le type de réponse que donnait la France. Et lui, il est arrivé en disant, voilà, il y a des raisons historiques à ce que le patrimoine africain soit en France, mais c'est insupportable de considérer que ce patrimoine ne peut être vu qu'à Paris, Londres ou Berlin. Et la France, je veux que, dit-il, dans sa rhétorique particulière, en répétant plusieurs fois, je veux que d'ici 5 ans, la France fasse des restitutions temporaires ou définitives. Et ce moment-là, et la mission qu'il m'a confiée, ainsi qu'à mon collègue universitaire, économiste, poète, philosophe, chanteur, Felwine Sarr, qui à l'époque était professeur d'économie à Saint-Louis au Sénégal, cette mission-là a été qui nous a conduit à écrire ce qu'on a appelé le rapport Sarr-Savoie, remis fin 2018, a été vraiment comme une boule de billard qui a touché d'autres boules sur le je sais pas comment on dit, le billard européen. Et là, s'est mis en route, cette course à la restitution. Donc, je reviens à votre question. Vous voyez, je suis un peu prof parce que je fais un long détour. C'est super, c'est très intéressant. Où est la France? Est-ce qu'elle est en avance? Est-ce qu'elle est en retard? On peut dire qu'elle est en retard comme tous les autres, mais qu'elle est en avance au sens où c'est elle qui a lancé le mouvement. Mais à l'intérieur du mouvement, d'autres sont allés peut-être différemment ou plus vite, car les pays européens ont des législations différentes les unes des autres. En France, le challenge, ce qui a été très difficile et donc très long, presque 9 ans, c'est que pour faire sortir des œuvres du domaine public, comme vous l'avez dit très justement au début, puisqu'elles sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on peut pas faire sortir, il faut une loi de l'Assemblée nationale. Et pour faire cette loi, ça a pris 8-9 ans. Ce qui, à l'échelle d'une vie de gens de votre génération, quand on a 20 ans, c'est la moitié de votre vie. Donc, c'est ultra long. À l'échelle de ce que ça représente comme changement de mentalité, puisque la loi a été adoptée à l'unanimité, c'est très court. C'est comme s'il y avait eu un changement de mentalité turbo là, en 10 ans. Quand on a travaillé avec Felwine Sarr, et vous avez eu la gentillesse de montrer là ce rapport sur la restitution qui est paru donc sur Internet, en ligne et tout, mais aussi… Il est disponible sur le site de l'Assemblée, pour ceux qui veulent. Enfin, sur les sites officiels, vous tapez le rapport et vous pourrez y accéder facilement si ça vous intéresse. Voilà, gratuitement, facilement. Il est paru aussi sous forme de livre. Il a été traduit en allemand, en anglais, etc. Et quand on a fait ce rapport avec Felwine Sarr, et je pense qu'il y a un chapitre qui s'appelle comme ça dedans, si j'ai bonne mémoire, Mission impossible. Tout le monde nous disait, bon, c'est bien gentil ce que vous allez essayer de faire, là, ces restitutions, mais vous n'y arriverez jamais. Et là, on a unanimité à l'Assemblée nationale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est passé d'un sujet très minoritaire où tout le monde avait peur, où général, c'était de dire non aux restitutions ou de rien dire du tout, de tabouiser le sujet, à aujourd'hui, mai 26, une situation où tous les partis sont d'accord sur le fait qu'il faut restituer. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a bouleversée, je dois dire, étant historienne et ayant été moi-même agi par le sujet, mais ayant agi dans le sujet. Quand il se passe des choses comme ça, c'est évidemment waouh, ça montre qu'on peut faire bouger les choses. Exactement. Pas seulement si on est dans la politique, pas seulement si on est dans les médias, mais même si on est à l'université ou dans les archives. C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. À mon niveau, je vous en parlais en off, mais du coup, j'ai fait des études d'histoire de l'art et notamment tout ce qui était lié aux questions de protection, valorisation du patrimoine. Et on avait ces débats autour de la restitution des œuvres d'art.
avec des arguments qui revenaient très souvent et que je vois des vieux arguments qui sont encore dans le chat, certains, sur, voilà, c'est des objets qui, est-ce qu'on doit les restituer dans des pays où parfois, il est dangereux de les ramener, ou parfois, voilà, ça pose beaucoup de questions. Ça a été notamment nommé dans certains médias, quand vous aviez sorti en 2018 le rapport. On disait, est-ce qu'on n'ouvre pas finalement une sorte de boîte de Pandore? C'est des choses qu'on a beaucoup entendues à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera intéressant d'en discuter tout à l'heure. Dans mon sentiment à moi et dans ma pratique, puisque c'est mon sujet depuis maintenant un bien long moment, quand j'en parle en public, quand j'en parle dans des milieux politiques, etc., j'ai quand même vu une évolution des questions. Et ces questions que vous évoquez, la boîte de Pandore, les pays, la présomption d'incapacité, donc l'idée que ces pays sont incapables de s'occuper de leur propre patrimoine, la question de « Ah, mais les frontières ont changé, donc on ne sait pas à qui rendre ». Ces questions-là, elles étaient très, très présentes il y a une dizaine d'années, en 2017-2018. Elles étaient pratiquement omniprésentes et au bout d'un moment, même, on s'en amusait avec Phil Winsor parce qu'on en avait repéré 5. On avait vraiment le sentiment que ces questions-là, quand elles étaient posées, c'était pour empêcher le débat. Dès que vous dites à un Européen, on va vider tes musées, c'est… Ah ouais, c'est clair. Imaginons, on dit aux Français, on va vous enlever le tombeau de Napoléon, on va le déplacer aux États-Unis, par exemple, et vous ne pourrez pas le voir. Enfin, c'est des choses quand même… Voilà, c'est des choses très sensibles, et notamment en France, où le patrimoine a vraiment un statut. En fait, en France, bon, moi, ça fait 30 ans que j'habite hors de France, j'habite à Berlin, donc je vois la France à distance, et je vois qu'en France, il y a un attachement très fort, très construit aussi depuis l'école maternelle, au patrimoine. Et on a une espèce on a liberté, égalité, laïcité, patrimoine, en gros. Et ça, vous ne l'avez pas dans d'autres pays, cet attachement très, très fort. Donc, si vous dites à des Français, mais quand même à des Britanniques aussi, qui penseront pas patrimoine, mais héritage culturel, on va vider leur musée. C'est un peu comme si on allait vous vider, vous, les Européens, de votre substance. C'est très émotionnel de dire ça. Et très vite, vous fermez la discussion. Évidemment, personne en Europe n'a envie qu'on ferme ses musées, qu'ils soient vides, etc. Donc, ça, la boîte de Pandore, le fait que ces choses-là qu'on a préservées pendant 200 ans dans nos réserves, qu'on a soignées, etc., puissent être détruites si on les rend. Tout ça, ça fait très, très peur. Et ces peurs-là, elles ont permis d'alimenter un non-débat, d'empêcher le débat. Mais ce que j'observe, et c'est pour ça que je disais que ce serait intéressant de voir après tout à l'heure dans le chat, enfin, de dialoguer et de lire avec vous les questions du chat. Ce que j'observe, moi, c'est que ces derniers mois, ces dernières années, ces questions sont beaucoup moins posées pour plein de raisons. Et c'était fascinant d'écouter les débats à l'Assemblée. Et je vous recommande, ceux qui s'intéressent à la question, d'aller regarder ça en replay. C'est vraiment chouette qu'en France, on puisse suivre, dans d'autres pays aussi, mais on puisse suivre les débats à l'Assemblée nationale. Non seulement on peut le suivre en la vidéo, mais en plus, ils ont la transcription par intelligence artificielle. Donc, on a le texte, on peut faire des recherches par terme, etc. En tout cas, même là, dans les derniers débats, ces inquiétudes-là ne ressortaient plus. Et pourquoi? Parce que ces 10 dernières années, dans l'espace collectif européen et français, l'opinion publique est beaucoup mieux informée. Et que des restitutions ont lieu, notamment au Bénin, donc, 2,5 tonnes de patrimoine culturel important retourné au Bénin il y a quelques années, réellement, physiquement. Et là, on a vu que les choses se passent très bien. Ça n'a pas été… ce qu'on entendait dire il y a 10 ans, ils vont le revendre, ils veulent que de l'argent, ils sont tous corrompus. Voilà, non, c'est pas ça qui s'est passé. Au contraire, il y a une reconnexion, réidentification, réappropriation de ce patrimoine-là à tous les niveaux. C'est mis dans les programmes scolaires. Vous avez des départements de conservation, d'histoire de l'art qui ont ouvert, des lois qui ont changé pour protéger le patrimoine, etc. Donc, toutes ces inquiétudes-là, en fait, à l'épreuve de la réalité, on voit qu'elles étaient finalement des sortes d'épouvantails pour empêcher la discussion. Pareil, la question dont on va vider les musées, tout le monde a bien compris, et les pays africains l'ont bien dit, qu'ils ne voulaient pas récupérer 500 000 pièces en l'espace de 3 ans, qui ont été déportées en l'espace de 200 ans. Ce qui compte pour c'est parfois des communautés, parfois des gouvernements, des États entiers, parfois c'est des familles seulement. C'est un petit nombre d'objets historiquement, psychologiquement, symboliquement, parfois religieusement importants, enfin pour des régions religieuses. Et
c'est ça qui compte. Et les restitutions, le dernier livre, la dernière enquête que j'ai menée me l'ont confirmé, je m'en doutais déjà, mais les restitutions ne tuent pas les musées, n'ont jamais tué les musées. Ce qu'elles font, c'est qu'elles les obligent à se repenser. Et c'est pour ça que c'est un sujet aussi fascinant et intéressant et sans fin, en fait. Il y a plein de remarques dans le chat très intéressantes et très longues. Je me permets de vous lire Pastekino qui nous dit sans y être vraiment intéressé avant. Là, je joue puisque j'ai 20 ans. Mais c'est un sujet ultra passionnant parce que c'est un sujet mondial. Ça concerne énormément de pays et je pense qu'il faudrait en parler dans les établissements scolaires, histoire d'apprendre aux nouvelles générations comment ça s'est passé et à l'époque. Et on a fait passer cette loi et tout le reste. En tout cas, bravo madame et vos collègues. Donc voilà, les gens sont hyper enthousiastes. Le sujet vous intrigue beaucoup. J'essaie de reprendre des questions aussi un petit peu plus haut parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais oui, pour revenir sur le rapport. Je peux réagir là-dessus, si vous voulez bien. Bien sûr. Je vais réagir là-dessus parce que moi, j'avais l'impression, et ça m'a été dit, et j'ai fait quelques workshops ou des ateliers avec les inspecteurs d'académie en France, voilà, que ce sujet-là avait été mis au programme du bac il y a quelques années, le patrimoine culturel, et qu'on fait des explications de textes sur des textes très importants. Il y a des textes magnifiques sur le sujet de Victor Hugo, de Chateaubriand, des choses qui vous arrachent les larmes, pro-restitution. Et donc, je suis étonnée enfin, je suis touchée que vous soyez intéressés, etc. Mais ça m'étonne un peu que vous en ayez pas trop entendu parler au lycée, parce qu'il m'avait semblé que c'était maintenant au programme en France. En tout cas, à Berlin, ces questions-là sont omniprésentes, et même maintenant, ceux qui passent le brevet, au niveau brevet à 15-16 ans, dans leurs épreuves, ils doivent faire un exposé libre, et on voit aux demandes d'interview et d'échanges et tout que c'est un sujet qui intéresse vraiment. Donc vraiment, vous avez raison, c'est le sujet de votre génération en fait. Moi, quand j'ai commencé, j'écrivais parfois en 2011, je me souviens, j'ai écrit un peu, genre, je vais écrire quelque chose d'important, j'avais écrit à la fin d'une préface d'un livre, j'avais écrit les restitutions seront le sujet du 21e siècle. Voilà. On se prend un peu sérieux et on dit ça en 2010, et puis hop, ça se réalise. Et en fait, maintenant, ce qui a changé, c'est que c'est le sujet, c'est là, ça y est, en 2026, ça veut dire que c'est le sujet du 21e siècle, mais c'est aussi le sujet des gens nés en 2000, des millennials, des Gen Z, etc., qui vont devoir maintenant, nous disons les vieux, on a cassé on a fait une brèche dans le mur, là, ce mur du non, si on veut, mais c'est à la génération de ceux et celles qui arrivent maintenant de réfléchir à comment on va gérer ce qui reste, par exemple, quand on est du côté européen, par exemple, ou quand on est dans les diasporas, comment est-ce qu'on a envie que des choses restent, comment on veut qu'elles soient présentées, est-ce qu'on veut qu'elles soient toujours présentées sous un silence de plomb, genre c'est là, c'est beau, mais on ne sait pas comment c'est arrivé, est-ce qu'on a envie de le savoir, est-ce que si on le dit, est-ce que si les musées racontent explicitement qu'il y a du sang collé sur certaines de leurs très belles pièces, est-ce que ça écrase les pièces sous le poids de l'histoire qui ne peuvent plus raconter autre chose que la violence? C'est plein de questions voilà, dont il va falloir débattre encore et encore. C'est pas parce que ça doit épater que c'est fini. Ça, c'est sûr. Au contraire, c'est le début. Complètement. Il y a beaucoup de champs encore possibles. D'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'il y a pas mal de choses qui m'ont interpellé dans le rapport, notamment pour donner quelques chiffres, puisque vous l'évoquiez un petit peu, mais c'est vrai que c'est entre 90 et 95% du patrimoine immatériel d'Afrique subsaharienne qui sont actuellement dans des musées. Par exemple, le seul Quai Branly en 2018, quand vous sortez le rapport, vous dites conserve 70 000 objets africains. Et vous comparez, par exemple, les plus grands musées d'Afrique comme le Congo ou le Nigeria n'en possèdent, eux, chacun que 40 000 pièces. Donc c'est pour vous rendre compte à quel point de l'importance en termes de nombre de ce que ça représente. Il y a quelque chose que vous remarquez, vous l'évoquez aussi, dans le rapport Sarr-Sarvois, vous découvrez que ce débat autour des restitutions, c'est un débat qui a déjà eu lieu dans les années 70, mais qui finalement s'est évaporé et finalement s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de loi, pour le coup, qui en ont découlé derrière. Et finalement, vous étiez moins pionniers, vous disiez que vous repreniez le flambeau finalement de ce genre de discussion. Ça, c'était vraiment un sacré choc en réalité, parce que vous voyez, vous aviez certains de vos auditeurs, vous aviez 6, 7, 8 ans en 2017. Non, pardon, 15 ans, enfin 12 ans, je ne sais pas, vous étiez… Voilà. Mais si comme moi, enfin quelqu'un comme moi qui avait travaillé sur ce sujet-là depuis 20 ans, disons, à l'époque, quand on entend Emmanuel Macron dire on veut des restitutions maintenant et tout, c'est vraiment
un choc. Enfin, moi, je me souviendrai toute ma vie de l'endroit où j'étais en train de traverser une rue quand j'ai entendu ça dans mon téléphone, parce que c'était tellement invraisemblable et inimaginable qu'un chef d'État français ou européen en général puisse même utiliser le mot restitution, que ça ressemblait un peu à le jour où vous avez appris, je sais pas, la mort de Michael Jackson ou d'autres stars. Ah oui, ça vous a fait cet effet-là. C'était vraiment. C'est vrai que c'est dur de se le. C'est dur de se le représenter. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que après, quand on a commencé le travail avec Phil Winsor, donc Emmanuel Macron s'approche de nous, nous demande de faire ce travail. Nous, on avait vraiment l'impression que on était des pionniers, que ça n'avait jamais été fait avant. Macron, ça donne l'impression qu'il était le premier président de la République qui osait dire ça. Et c'était le cas d'ailleurs. Bon voilà, et on s'est mis à travailler, et surprise, et surtout surprise pour moi qui suis historienne et qui aime travailler dans les archives et qui est cette pratique, on s'aperçoit aux archives du musée du Quai Branly notamment, où on pensait trouver, enfin notre idée quand on a commencé à travailler, c'est qu'on allait trouver des piles de lettres venues des pays africains, on ne savait rien. Donc on pensait qu'on allait trouver des piles de lettres et qu'une de nos premières recommandations à Emmanuel Macron serait de répondre au courrier. On commençait doucement. Oui. Et on va aux archives, on commence à travailler. Qu'est-ce qui se passe? On trouve des dossiers des années 70, 80 qui montrent qu'il y avait déjà eu une commission comme la nôtre en France, dirigée par un ancien directeur du Louvre, c'est-à-dire pas un anarchiste avec un couteau entre les dents, mais quelqu'un de très sérieux, et voilà, qui déjà en 1981, donc après quelques mois de travail avec une commission, avait rendu un rapport qui disait qu'il fallait rendre le patrimoine africain à l'Afrique et que c'était une question d'équité et de solidarité. Donc, si vous voulez, nous, on trouve des papiers comme ça avec Phil Winsor, on est allé les montrer aux différents ministères, ministère de la Culture et tout le monde avait oublié. Il y avait une amnésie totale sur le fait que dans les années 70-80, le débat avait déjà été mené. Et ça, c'est extraordinaire. Vous disiez tout à l'heure, et après, le débat s'est évaporé. En fait, il ne s'est pas évaporé. Il a été contré de manière très efficace par des lobbies très efficaces qui ont fait en sorte, un, que ça débouche sur rien, et deux, qu'on l'oublie. Et ces lobbies étaient à l'échelle européenne très actifs puisque ce premier débat avait été porté par l'UNESCO. C'est-à-dire que l'UNESCO, la branche culturelle de l'ONU, avait amené le sujet dans tous les pays européens en leur disant ça fait 10 ans que les sociétés africaines ou les sociétés anciennement colonisées demandent une partie de leurs biens culturels. Il ne s'est rien passé. Maintenant, nous, UNESCO, on va mettre le paquet, on va faire des campagnes, on va faire des vidéos d'information, on va mettre le sujet à la télé. Si vous regardez les archives de l'INA, les extraordinaires archives de l'INA, vous allez trouver des sujets avec les journalistes de l'époque, avec les logos de l'époque et les couleurs années 70, qui vous disent oui, il faut restituer, il faut bien se tenir à ça, etc. Et tout ça, c'était complètement oublié. Mais c'est qui ces lobbies? Parce que les gens posent des questions. C'est des musées, c'est des... Le lobby, c'était les musées, très clairement. Donc moi, après, quand on a trouvé ces papiers avec Felwine Sarr, est arrivé le Covid, qui m'a permis de continuer à travailler sur le sujet à Berlin, dans le calme, parce que je me suis dit, s'il y a eu ça en France, est-ce qu'il y a eu la même chose? Un premier débat, enfin, des commissions d'enquête, etc., en Allemagne où je vis, en Royaume-Uni, etc. J'ai mené une autre grande enquête transnationale, aussi en Belgique, pour voir ce qui s'était passé. Il en est sorti un livre qui s'appelle « Le long combat de l'Afrique pour son art », qui reconstitue justement la presque possibilité que des choses se passent et l'empêchement, en particulier par les musées, et en particulier très très bien documenté dans les musées d'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest étant un pays fédéral, il y a beaucoup de musées et contrairement à la France où beaucoup de choses se passent dans les couloirs parce que c'est centralisé, on est à Paris, on se parle. En Allemagne, il fallait qu'ils s'écrivent beaucoup dans les années 70 et 80. Donc on a toutes leurs lettres, toutes leurs réflexions sur comment empêcher l'ONU, l'UNESCO, d'obtenir satisfaction. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie? Il s'était même fait des trucs, alors il y a des tampons top secret, etc. Wow, ah oui, d'accord. C'est loin. Il s'était donné des modes d'emploi sur comment résister à ces demandes-là. Et c'est fascinant. Et les modes d'emploi, c'était ne pas publier les inventaires, citation, parce que ça va réveiller des désirs. 2,
éviter toute émotionnalité. Et si on nous demande des restitutions patrimoniales, nous placer toujours sur le plan juridique. Donc, c'est-à-dire répondre, mais c'est arrivé. Si on dit, voilà, le patrimoine, c'est important pour nos sociétés, on a besoin pour des raisons religieuses, d'identité, etc. Donc, tout ce qui est émotionnel, on évacue et on répond que c'est arrivé de manière légale. Et ils ajoutaient sur cette clause d'émotionnalité, comme ils l'appellent, si on tombe dans l'émotionnel, on est perdu, parce que les opinions publiques de l'époque étaient du côté des victimes, bien sûr. en fait. Donc, il y avait ça, il y avait des choses de terminologie. On n'utilise jamais le terme restitution. Nous, on répond en termes de circulation. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est très intéressant, vous voyez, parce que restitution, c'est un mot... Réparateur. Ouais, il y a une historicité encapsulée. C'est restitution, il y a eu un avant, il s'est passé quelque chose, on va changer. Tandis que circulation, c'est horizontal, quoi. Oui, bien sûr. C'est des biens matériels, et puis je vois. Je vous permets de vous couper un petit instant, puisqu'on a eu un raid Bénédicte. Qu'est-ce que c'est sur Twitch? C'est en gros, c'est des autres créateurs de contenu qui nous envoient leur communauté à la fin de leur live. Et donc, du coup, voilà, il y a Angle Droit, donc Florence, qui est une amie, qui nous a envoyé ses plus de 2000 spectateurs sur le live. Donc, bonjour à toutes et à tous. On fait un live histoire, comme on fait régulièrement le mercredi, avec des historiens, des historiennes. Et aujourd'hui, on parle de la restitution des œuvres d'art, notamment aux anciens pays colonisés, et puisque notamment ça fait l'actualité cette semaine, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté une loi en faveur de ces restitutions, et on essaie justement de comprendre toutes les problématiques qu'il y a autour de ça, avec Bénédicte Savoie, qui a notamment rédigé un rapport en 2018 sur la restitution du patrimoine culturel africain, et vers une nouvelle éthique relationnelle, avec Elouine Soir, donc tout à fait votre collègue économiste, philosophe sénégalais, avec qui vous avez écrit ce super rapport qui est très intéressant. Et d'ailleurs, on parle donc des années 70, quand il y a eu ce débat, mais parce que aussi ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les années, et je pense les choses ont commencé aussi beaucoup à bouger du côté africain à ce moment-là, 1960, 17 pays africains accèdent à l'indépendance en une seule année. C'est à ce moment-là que vraiment on commence à avoir des demandes de restitution. Ça arrive très vite derrière? Tout de suite. Ça arrive tout de suite. Quand les pays se séparent, réussissent à se séparer parfois dans la violence de ce qu'on appelait à l'époque les métropoles, donc les puissances européennes qui les avaient colonisées, il faut faire des contrats de séparation. Certains d'entre vous se souviendront du Brexit, du moment où le Royaume-Uni a voulu sortir de l'Europe. Ça a pris des siècles, des années, parce qu'il faut tout détricoter. Et quand les pays se sont décolonisés, donc parfois dans la violence, mais en tout cas se sont débarrassés de ces occupants, enfin, ils le croyaient, qu'ils s'en débarrassaient, il a fallu détricoter certains contrats. Et là, on voit, notamment dans le cas entre le Congo et la Belgique, que la Belgique a absolument empêché, ça s'appelait le contentieux, ce détricotage, la Belgique a activement empêché que la question du patrimoine soit mise dans le détricotage. En France, beaucoup d'œuvres qui étaient arrivées pendant la période coloniale dépendaient du ministère des colonies. Ils étaient montrés au musée des colonies, qui est maintenant le musée de l'immigration, le palais de la Porte Dorée. Donc, dès 1960, que s'empressent de faire les autorités françaises, c'est de passer ces œuvres d'art, ces collections, sous la tutelle non plus du ministère des colonies, puisque les colonies allaient disparaître, le ministère allait disparaître, et donc ces œuvres auraient été sans maître, on aurait pu les rendre. Non, vraiment, dans une action hyper rapide, on décide de passer tout ça sous la tutelle du ministère de la Culture, en les rendant donc inaliénables, etc. En Angleterre, le British Museum avait un British Museum Act, c'est-à-dire une sorte de règlement depuis le XVIIIe siècle, il faut imaginer, depuis 1753, ils sont sur le même règlement, etc. En 1963, face aux demandes, hop, ils changent leur statut et ils déclarent que dorénavant, ils ne pourront plus jamais faire sortir aucune œuvre désaliénée, enfin faire désaccéder, on dit, je crois en français, vendre, faire sortir, ça devient impossible à partir de 63 et c'est la législation pour la Grande-Bretagne, pour le British Museum, qui prévaut encore aujourd'hui. Donc, on a vraiment, on voit que les puissances européennes comprennent très vite ce qu'elles ont à perdre, puisque ces puissances savent très bien ce que représentent, y compris financièrement, ces patrimoines extrêmement prestigieux et importants et considérables tant par leur quantité que leur qualité et leur importance esthétique et autres. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous avez écrit, alors du coup c'est vrai qu'on parle de cette histoire très, très récente, au final on parle du XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle pour toute cette question des restitutions.
Mais vous avez aussi écrit un livre que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle 1815, Le temps du retour, où vous explorez un petit peu plus loin 1815 et même à la Révolution, effectivement, les questions des spoliations. Alors, sous la Révolution, les armées françaises, effectivement, pillent l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, en disant libérer les œuvres du joug des tyrans. Alors, c'est vrai que, est-ce qu'on peut remonter à la Révolution pour essayer de donner une forme de matrice à la question des spoliations, du vol des œuvres d'art, en France en tout cas? Ouais. La période révolutionnaire et impériale et l'année 1815, c'est-à-dire les mois qui suivent Waterloo, la défaite, la seconde défaite de Napoléon Bonaparte et son exil, surtout cette année-là, enfin en fait 1814 et 1815, c'est vraiment une matrice, comme vous le disiez à l'instant, j'aime bien dire matrix même, pour penser les restitutions. Parce que c'est la première fois dans la modernité que des États vont se coaliser, vont se mettre ensemble, les États européens, et négocier dur auprès de la France, donc auprès du roi de France, qui vient prendre la place de Napoléon destitué, et qui vont négocier dur et violemment, en fait, pour reprendre leurs biens. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire moderne. Et ce qui est fascinant dans cette année 1815, c'est que c'est un événement politico-culturel mondial. Vous avez des articles là-dessus sur le dépouillement, il y en a même des Britanniques qui appellent ça le striptease, le stripping du Louvre, donc son déshabillage. Vous avez des articles de presse de New York à New Delhi, en passant par Moscou et l'Europe entière, qui observent ça et qui le commentent. Donc c'est un événement mondial, d'une part, fascinant pour ça, mais fascinant aussi parce que les voix qui s'élèvent, donc non seulement la presse, mais les cercles intellectuels, les artistes de l'époque et tout, c'est pratiquement les plus grands esprits de leur temps. C'est Goethe en Allemagne. L'Allemagne a été largement dépouillée de ses collections sous Napoléon. C'est Goethe en Allemagne, les frères Grimm. Tout le monde connaît les contes de Grimm. L'un des deux frères, Jacob, était commissaire pour la réclamation à Paris des manuscrits, notamment. Il s'y connaissait bien en manuscrits médiévaux, etc., d'où il tirait ses contes. Il avait déjà travaillé à Paris à la Bibliothèque nationale, donc on l'envoie en 1815, il a 30 ans pour aller récupérer les choses. Vous avez des gens comme Stendhal en France, Dominique Vivant-Denon, qui était le père du Louvre, l'inventeur du Louvre, si on veut, le premier directeur du Louvre. Vous avez des femmes aussi, c'est pas seulement un sujet d'homme comme Johanna Schopenhauer, la mère du philosophe. Tout ce monde-là donne son avis, publie son avis, échange sur ces questions dans des correspondances, etc. Ce qui fait que, en fait, on a un débat européen extraordinaire, un niveau intellectuel très élevé, et ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de relire leurs arguments de l'époque, parce que, comme souvent, il y a des continuités évidentes entre les positions des uns et des autres. Parce que le plus génial, je pense que c'est Walter Scott, pour ceux qui connaissent Ivanhoe, qui est venu exprès à Paris pour assister au dépouillement du Louvre, et qui a écrit des lettres là-dessus, où vraiment il est hyper content que, que ce musée qui était un amas de trophées militaires restitue à leurs propriétaires légitimes leur. Donc, pour répondre beaucoup plus vite à votre question, c'est une matrice évidente pour les mécanismes de restitution et les débats culturels, si on veut, qui accompagnent les restitutions, c'est-à-dire pour notre époque, vraiment, et y compris les débats juridiques d'ailleurs. En revanche, c'est ce qui s'est passé sous la Révolution et l'Empire en termes de spoliation, le moment, comme vous le disiez très justement, la France se donne à elle-même cette doctrine qui est l'art est un produit de la liberté, donc il faut ramener l'art de toute l'Europe au pays de la liberté, c'est-à-dire la France. C'est la doctrine du patrimoine libéré. Ça, c'est très spécifique, disons. On ne peut pas vraiment dire que, par exemple, quand les nazis ont spolié les familles juives d'Europe, ou quand l'armée rouge est venue en 1945 vider les musées allemands pour compenser les pertes militaires et patrimoniales qu'elle avait subies sur son territoire, enfin l'Union soviétique. Ça, c'est un peu moins comparable. En revanche, le mécanisme de restitution est bien comparable. Il y a aussi les mécanismes de spoliation aussi à cette époque-là. Est-ce que
il y a une institutionnalisation, notamment sous la Révolution et sous Napoléon, de ces systèmes de spoliation qui se mettent en place. En fait, prendre à l'ennemi ce qui est très important pour lui, psychologiquement, historiquement, de manière religieuse et tout, c'est une stratégie qui existe depuis la plus haute antiquité pour affaiblir l'autre. Vous prenez ces objets de pouvoir ou les objets où il va puiser du pouvoir, vous les appropriez, vous les déportez, vous les mettez chez vous, vous vous donnez du pouvoir. Ça, on le lit depuis, on a des traces même visuelles, iconographiques de ça depuis la Mésopotamie. On voit des bas-reliefs assyriens avec des armées qui transportent des dieux, les dieux de l'ennemi qui ramènent chez elles pour que les autres, leurs dieux, etc. Ça, c'est une pratique très, très ancienne. L'un des grands textes extraordinaires et des grands moments, c'est tout le monde connaît Cicéron, mais on ne sait jamais trop, enfin, sauf si on a fait beaucoup de latin, on ne sait jamais trop Cicéron, ce qu'il a fait vraiment. Une chose qu'il a faite passionnante, c'est qu'il était avocat, il a été engagé par des villages en Sicile, qui avaient été… La Sicile, c'est une colonie de Rome, romaine, et les Romains étaient venus leur prendre leur patrimoine pour les mettre chez eux, en particulier un gouverneur véreux, qui s'appelle Verrès d'ailleurs, qui était venu acheter à vil prix des choses un peu sous la menace. Voilà. Et à un moment, les Siciliens demandent au jeune Cicéron, avocat, de prendre leur défense face à Verrès, et il a écrit des plaidoiries qui sont publiées sous le titre contre Verrès, qui sont vraiment géniales. On a vraiment l'impression d'entendre des arguments contemporains sur oui, Verrès, tu prétends que tu as tout acheté, que tu as payé ce que tu as pris, mais qu'est-ce que ça veut dire acheter dans une situation aussi asymétrique alors que etc. Donc tout ça, ça a une longue, longue histoire. S'approprier le patrimoine des autres, qui s'arrête en gros en Europe avec la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, où en gros les nations européennes, avec les Lumières, tout ce moment-là, où les nations européennes se disent à elles-mêmes, ça ne se fait pas trop d'aller s'approprier les beautés des autres, on va laisser tomber ce projet-là, jusqu'à la Révolution française qui réactive quelque chose qui était tombé qui était devenu désuet. On se volait plus trop ces patrimoines depuis 1648. Et là, on arrive en 1793-14, première campagne des armées révolutionnaires françaises, où se met en place cette doctrine, donc, qui n'est pas une idée de Napoléon, c'est vraiment le Parlement, la Convention, qui élabore cette doctrine du patrimoine libéré et qui va envoyer des commissaires à la suite de ces armées pour se servir dans les collections des autres et dans le patrimoine des autres, avec cette belle rhétorique, mais avec un but premier qui était bien sûr d'améliorer, de remplir, d'enrichir les musées publics et les bibliothèques publiques françaises qui venaient juste d'être créées. La France était très en retard à ce moment-là. La France, jusqu'à la Révolution, n'a pas de musée public, alors que plein d'autres pays européens, l'Italie, Rome, Florence ont les offices. L'Italie a les musées du Vatican dès le milieu du XVIIIe siècle. À Vienne, vous avez des musées publics avant la Révolution française, en Autriche. Voilà. Il y en a partout, sauf en France. Et la France donc, se crée des musées publics, met les biens du clergé, de la noblesse et du roi, enfin, ce qu'il y a de mieux dans ces musées, mais il manque des pans entiers de l'histoire de l'art. Voilà, ils vont aller chercher tout un patrimoine complémentaire sous prétexte de le libérer pour le mettre chez eux. Et comme votre question, c'était est-ce qu'il y a une industrialisation de cette pratique-là? Et oui, au fur et à mesure, les commissaires français et les gouvernements s'aperçoivent que ce n'est pas si difficile, sous la menace des armes, d'aller vider les collections des autres. Et on voit d'année en année, en fait, s'améliorer les techniques de spoliation françaises jusqu'au top. Le top du top, c'est quand ils envoient le directeur du Louvre directement à la suite de la Grande Armée. D'accord. C'est number one qui va se servir directement, par exemple, à Berlin. C'est lui qui a organisé le démontage du quadrige de la porte de Brandebourg et il s'appelle, on l'a déjà cité tout à l'heure, Dominique Vivant-Denon. Si vous allez au Louvre parfois, si vous êtes à Paris et que vous voyez l'aile Denon, quand on ne connaît pas trop, on pense toujours aux appareils IFI, les chaînes IFI Denon. Mais non, Dominique Vivant-Denon, c'est le premier directeur du Louvre et il a été aussi le grand spoliateur oui, c'est lui, de Napoléon. Et c'est dingue parce que quand il a suivi la Grande Armée, par exemple en Prusse, pour aller à Berlin,
après la bataille d'Iéna et Auerstedt, qu'on connaît parfois. En tout cas, les Allemands la connaissent parce que c'est une énorme défaite de l'armée prussienne qui a permis à Napoléon et à la Grande Armée d'entrer dans le nord de l'Allemagne et à Berlin. Lui, il avait 60 ans, Dominique Vivant-Denon, à ce moment-là. Bon, il faut imaginer, ils sont en Prusse, on est en octobre 1806, dans la bouillasse, et lui, il est là derrière pour aller vider les musées. Ah oui, d'accord. Vider les musées de Berlin. Il fait des efforts quand même pour aller vider des musées, dis donc. Il y a plein de questions sur le pillage, notamment fait par les nazis, notamment partout en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le pont chronologique entre la fin de Napoléon, la fin, comme vous le disiez aussi, le moment où on va vider le Louvre, et le moment aussi où la France va instaurer ce deuxième empire colonial, notamment en Afrique. Est-ce que ce pillage qui va être mis en place ensuite dans ces colonies, notamment en Afrique, mais aussi en Asie, est un peu l'héritage, ou justement évolue par rapport à ce qui se passe pendant la Révolution et la période napoléonienne? On peut continuer à raconter l'histoire à partir de 1815, et c'est intéressant. Donc en 1815, le Louvre est vidé. Je vous passe les détails que j'adore, c'est fascinant, c'est passionnant. Et le livre que vous avez évoqué, là, 1815, Le temps du retour, c'est le dernier, donc c'est mon préféré. Et vraiment, quand j'ai mené l'enquête, je ne m'attendais pas du tout à trouver tout ce que j'allais trouver. Mais bon, donc je fais vite, mais j'ai dit tout à l'heure que les restitutions ne tuent pas un musée. Et c'est ce qu'on voit vraiment en 1815. Donc le Louvre est vidé d'une grande partie de ces trésors. Là, on voit au fond de la couverture, là, enfin au fond du musée du Louvre tel qu'il est représenté sur ce que vous montrez, c'est ce qu'on appelle le groupe du Laocoon. C'est un des grands groupes de l'Antiquité hellénistique qui a été trouvé à Rome à la Renaissance et qui, depuis la Renaissance, était dans les collections du pape. Là, vous voyez, les armées révolutionnaires arrivent et prennent notamment ça dans les musées du pontifical, c'est-à-dire l'icône de la réception de l'Antiquité, c'est mis au Louvre. Voilà. Donc, c'est des pièces qui ont attiré l'Europe entière pendant que le Louvre, qui s'appelait Musée Napoléon, existait. Et puis, à la fin de Napoléon, le Vatican, la Prusse, l'Autriche, les Pays-Bas unis, qui sont une construction Oui, c'est ça. Le groupe de Laocoon, c'est un père et ses fils qui se battent contre des énormes serpents géants, et c'est très expressif. C'est une pièce qui a fasciné, c'était la pièce maîtresse, disons, du musée Napoléon, et c'est aujourd'hui, depuis qu'elle est retournée, l'une des pièces maîtresses des musées au Vatican. Et la voir, si vous l'avez jamais vue, c'est waouh, c'est vachement bon. Et je suis allé au Vatican, je ne sais pas si je l'ai vu, j'ai un doute. Le doute, je ne sais plus. J'ai vu tellement de choses au Vatican que je ne sais plus ce que j'y ai vu. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si j'ai vu celui-là en particulier. On va me taper sur les doigts, je le sens. Non, mais il ne faut pas se taper sur les doigts parce que c'est des choses. C'est sûr que n'importe quel enfant de 10 ans en 1815 savait ce que c'était que le groupe du Laocoon. C'est hyper normal en 2025 de ne pas le savoir. On sait beaucoup d'autres choses et il n'y a pas du tout de culpabilisation à avoir. Bon. En tout cas, en 1815, la France est obligée de rendre non seulement ça, mais des tableaux de Raphaël, du Corrège, qui avait été pris en Italie, Rembrandt, pratiquement toute l'œuvre de Rembrandt était au Louvre, Rubens, tout ça doit repartir. Et à ce moment-là, on entend beaucoup certains Européens, donc pas seulement des Français, dire « Oh là là, voilà, le Louvre est mort, c'est la fin du Louvre, etc. » Bon, enfin, la fin du musée Napoléon, qui à cette époque a changé de nom, s'appelait Musée Royal. Donc, c'est la fin de ce musée extraordinaire qui avait été qualifié de plus beau musée de l'univers, etc. Se plaignent les gens. Et ce musée, il rouvre un an après. Et on voit dans la presse, un an après, y compris en France, « Ah, mais waouh, c'est vachement mieux maintenant, c'est plus aéré, on voit mieux les choses. » Et puis, ils ont sorti des choses, des réserves qu'on ne connaissait pas, qui sont très intéressantes. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, le musée ne meurt pas. Mais ce qui se passe surtout, c'est que cette fois-ci, les nations européennes ont décidé définitivement de ne plus s'infliger à elles-mêmes cet outrage de la spoliation patrimoniale, d'une part, mais d'autre part, elles ont compris toute la valeur politique que peut avoir un musée impérial, un musée Napoléon. C'est-à-dire que toutes vont se mettre en tête, une fois après avoir récupéré leurs biens,
de elle aussi créer de ces espèces de grands musées d'affirmation nationale et impériale. Or, il faut les remplir. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Très, très vite, prochain terrain pour se servir, entre guillemets, ça va être l'Égypte. L'Égypte arrive dans les musées européens dans les années 1820. Donc, on est juste après, en fait, l'épisode de la restitution. 1826, 1823, 1826 arrivent les premières grandes collections égyptiennes à Berlin, à Paris, à Londres. Et puis, une décennie après, c'est ce qu'on appelle la Mésopotamie, l'actuel Irak. On voit arriver les grandes pièces de cette région, de différentes régions, mais pareil à Londres et à Paris. Et puis dans les années 50, ouvre à Paris ce qu'on appelle le musée américain au Louvre, à l'intérieur du Louvre, qui montrait les antiquités mexicaines, les antiquités américaines, donc pour l'époque. Et puis voilà. Donc en fait, ces musées européens décident de ne plus s'agresser les uns les autres, mais en revanche d'aller continuer cette pratique d'appropriation dans les espaces, soit qu'ils dominent, soit où il y a une telle asymétrie de pouvoir qu'ils peuvent se servir. Et puis l'énorme boom pour tous les musées en Europe, ça va être la colonisation formelle, donc après la conférence de Berlin, l'année 1884, qui est souvent représentée comme les puissances européennes se partageant l'Afrique comme un gâteau. C'est pas exactement ça, c'était une conférence qui a permis de créer les conditions du partage de l'Afrique qui s'est fait après ce partage. Mais en tout cas, à partir de 1870 au plus tard, là, arrivée massive de collections, création des musées d'ethnographie ou d'ethnologie selon les villes, qui sont des grands musées vides pendant 3-4 ans et puis qui vont se remplir jusqu'à dégorger vraiment au moment de la Première Guerre mondiale, ils sont beaucoup trop pleins, etc. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question. Non, oui, enfin, cette pratique-là va être exportée, cette pratique d'appropriation va être exportée ou pratiquée, enfin, mise en œuvre dans les territoires colonisés. Et est-ce qu'il y a des... Parce que c'est vrai que vous parliez de l'Égypte tout à l'heure, et c'est vrai que la nature des expéditions, notamment pour aller récupérer certaines œuvres en Égypte, varie selon les pays. C'est-à-dire que c'est des musées qui organisent beaucoup en France, c'est des privés, par exemple, qui l'organisent en Allemagne et en Angleterre. Est-ce que ça va aussi conditionner ensuite la vie et la suite de la vie de ces... déjà de la spoliation de ces œuvres et ensuite de leur problématique de restitution? Alors, c'est des problématiques souvent assez compliquées si on entre, comme je disais, enfin, comme le voulaient, en tout cas, les directeurs de musées des années 70-80 que j'évoquais tout à l'heure, si on met ça sur le plan juridique et légal, pratiquement chaque extraction se fait dans des contextes qui sont des contextes juridiques très différents, avec, dans le cas des antiquités égyptiennes, des partages de fouilles qui prévoient, à partir d'un certain moment au 19e siècle, que si on trouve une tombe, la moitié restera au Caire, l'autre moitié pourra sortir, mais ce sont des règles souvent qui sont sur le papier. La vraie pratique, c'est que on laisse tout sortir pour aller à Turin, à Boston, etc. Voilà. Donc, sur le plan juridique, il y a une multiplicité de cas qui est évidemment à mettre en relation ou en parallèle à la question éthique. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des partages de fouilles dans des pays qui n'ont pas le droit de décider de ce qu'ils font de leur sol? Oui. Je prends juste un exemple pour que ce soit un peu concret, parce que ça paraît peut-être abstrait. Le buste de Néfertiti, que certains, ou peut-être tous, ont en tête, ce buste, c'est incroyable, de la femme du pharaon extra. Merci. Akhenaton. Donc, Akhenaton, c'est le pharaon qui a mis fin provisoirement au culte des différents dieux égyptiens, à la multitude, comment on dit, je ne sais plus, le mot m'échappe, la multitude des dieux, oui. Et il décide, Akhenaton, qu'il n'y aura plus qu'un dieu, et on considère que Akhenaton, c'est la fin du polythéisme et le début du monothéisme, tout à fait. On considère que c'est l'inventeur du monothéisme, et son dieu, c'est le soleil. Et Néfertiti, elle, là, c'est sa femme. Ce buste et d'autres bustes ont été trouvés dans un atelier d'artistes de la ville de Tel El Amarna en décembre 1912. La période de Amarna, qui est la période de ce pharaon, Akhenaton, et de sa femme, c'est une période qui est au XIVe ou XVe siècle,
avant Jésus-Christ. Donc, ces bustes qui étaient dans l'atelier de cet artiste, après la destruction de la ville d'Amarna, quand cette période a été achevée et qu'on est revenu au polythéisme, la ville a été détruite et l'atelier de cet artiste était sous le sable, en fait, en gros, depuis 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1912. Ça fait un grand nombre de siècles. La qualité de conservation, quand même, c'est quand même assez fou. C'est dingue, quoi. Ça pose plein d'autres questions sur son authenticité. Oui, j'ai eu ce débat avec ma prof à la fac il y a quelques années aussi, effectivement. C'est un sujet très, très sensible à Berlin. Il faudrait une vidéo entière là-dessus, je pense, à mon avis. Et en tout cas, voilà. Donc ça, c'est dans un atelier d'artiste sous terre. Ça a été excavé par un Prussien, par un archéologue prussien qui s'appelle Borchardt. En décembre 1912, il trouve ça extraordinaire. En décembre 1912, l'Égypte, on peut dire, pour exagérer le trait, mais qu'elle est partagée en deux, entre le sous-sol et le sursol. Ce qui est au-dessus du sol, les systèmes d'irrigation, les routes, etc., appartient à l'Angleterre. Ce qui est en dessous du sol appartient à la France. Le service des antiquités d'Égypte, traditionnellement, à cette époque-là, il est tenu par des Français. Et le Français de l'époque, quand le Prussien Borchardt trouve cet incroyable atelier d'artiste, il s'appelle Gaston Maspero, et lui, sa politique à Gaston Maspero, c'est que si on veut empêcher les Anglais, avec leur système d'irrigation, et de tremper le sol, que tout soit mouillé, et que... Merci, waouh, mais c'est incroyable. Il est beau, Gaston, là, Gaston. Super préparation. Si on veut empêcher que les sols s'imbibent de l'eau, etc., et des travaux et les sous-sols soient détruits par les travaux d'infrastructure menés par les Anglais, lui, sa politique, c'est de dire il faut aller hyper vite, il faut faire venir des armées, comme il dit, d'archéologues et d'égyptologues qui vont vite vider les sols avant que tout soit, les papyrus, etc., soient inutilisables. Et il a bien conscience que tout ça étant très cher, pour attirer des armées d'archéologues, il faut être très généreux, c'est-à-dire leur laisser prendre, laisser emporter ce qu'ils trouvent. Et il le dit très explicitement. Donc, on est avant la Première Guerre mondiale et on a un service des antiquités d'Égypte très généreux qui, alors qu'en effet, il faudrait partager les fouilles sur le papier, dit non, vous pouvez tout emporter. Oui. Et c'est ce qui... Bon, on est à un moment de bascule, les Anglais ne sont pas contents, les Anglais trouvent qu'il faudrait vraiment sérieusement partager les fouilles, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais Maspero autorise, ou le service des antiquités de l'Égypte, autorise l'exportation du buste de Néfertiti à Berlin. On est en 1913 à ce moment-là. Elle arrive à Berlin en 1913. Sauf que arrive la Première Guerre mondiale et entre la France et la Prusse, ça se passe de manière très violente, comme on sait. La guerre est menée non seulement dans les tranchées, mais aussi c'est une guerre des intellectuels, une guerre des universitaires, etc. Et après la Première Guerre mondiale, celui qui reprend les rênes du service des antiquités d'Égypte à la suite de Maspero au Caire, donc, arrive. Et il a passé toute la guerre. Il avait 40 ans, donc il n'était pas en première ligne, mais en deuxième ligne du côté de Verdun, etc. Il a trouvé qu'il avait fait un acte extraordinaire en tuant ce qu'il appelle, on voit ça dans sa correspondance, les Boches. Il est vraiment haineux à l'égard de l'égyptologie allemande, etc. Et il décide de poursuivre la guerre avec des moyens scientifiques. Et un de ces moyens scientifiques, donc de l'égyptologie, c'est de dire, on a laissé sortir, le service des antiquités d'Égypte a laissé sortir Néfertiti avant la guerre, c'était une erreur. C'était une erreur de notre part. On s'est hyper trompé, mais nos ennemis, les Prussiens, n'auraient pas dû profiter de notre erreur. Ils auraient dû nous dire « Oh là là, on a trouvé quelque chose de vraiment bien, donc vous ne devriez pas nous laisser emporter. » Et en tout cas, ils créent un chantage en disant « Bon, puisqu'ils nous ont trompés en emportant, sans nous dire la vraie valeur de ça, alors que c'était transparent, c'est sorti officiellement, disons. » Puisqu'ils ont fait ça, on va réclamer Néfertiti et ils seront interdits de fouilles tant qu'on n'a pas récupéré Néfertiti. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, Néfertiti n'est pas rendue, elle est toujours à Berlin et les musées de Berlin ne fouillent plus en Égypte. Voilà, c'est resté comme ça. Pour répondre à votre question après cet immense détour, que dire de ça? En fait, en 1912, avant la Première Guerre mondiale, l'Égypte n'appartient pas aux Égyptiens.
c'est pas eux qui décident du tout. Mhm. Donc la situation juridique, c'est que oui, elle est sortie légalement et elle est tout à fait légalement à Berlin, Mhm. mais qu'aujourd'hui, un siècle et 10 ans après, on peut vraiment se poser la question de quelle est la validité, quelle est la valeur pour aujourd'hui, mais les Mhm. valeurs pour dans 100 ans encore, d'un partage qui s'est fait finalement entre la Prusse et la France Mhm. sur le dos, si on veut, des Égyptiens. Et pourquoi ont-ils hérité, eux, de l'inimitié après ou de la franco-allemande? Voilà, toutes ces questions-là, c'est important de les... En tout cas, ces provenances, ces histoires de provenance, comme on dit avec ce terme technique, c'est important de les connaître pour aussi ne pas être naïf dans Mhm. ces débats. Non, voilà. Oui, puis Pardon. en plus de ça, non, mais c'est très intéressant et le bus de Nefertiti est un nœud de questionnement parce que, comme vous l'expliquez, il y a une vraie question tripartite entre eh bien, l'Allemagne qui a mené, enfin, la Prusse qui a mené par Borchardt cette recherche, à la fois l'Égypte aussi qui était, ben, ça a été fait sur son sol, sous son sol, et ainsi que ben, Maspero qui est français, qui a légalement du coup laissé partir un objet égyptien. Donc il faut quand même comprendre qu'on est sur un nœud juridique qui est extrêmement complexe. Pour rester sur la question de Nefertiti, sur la question de la restitution du buste, de nombreuses demandes de restitution ont été faites de la part de l'État égyptien envers Nefertiti. Il y a pas mal d'arguments qui sont avancés, notamment, je le disais, ces questions juridiques, la responsabilité des Français qui ont signé ce papier, mais il y a aussi des questions et des contraintes techniques, notamment d'intégrité de l'œuvre, puisque depuis longtemps, Berlin dit que voilà, l'œuvre est trop fragile, il refuse même des prêts, ne serait-ce que temporaires, dans d'ailleurs le tout nouveau musée égyptien, par exemple, on pourrait l'imaginer là, qui se trouve au Caire. Est-ce que c'est un argument qui tient ou est-ce que c'est un prétexte pour éviter tout mouvement de ce qui est quand même l'une des œuvres les plus fameuses de l'Égypte antique et aujourd'hui les plus importantes du Neues Museum de Berlin? C'est évidemment un prétexte. C'est évidemment un prétexte et j'en veux pour... enfin, on peut donner d'autres exemples. Il y en a un qui me choque beaucoup et que je peux peut-être évoquer ici. À Berlin, on a aussi ce qui s'appelle le musée de Pergame. Dans le musée de Pergame, il y a l'hôtel de Pergame, qu'on appelle aussi l'hôtel de Zeus. L'hôtel de Pergame ou l'hôtel de Zeus, c'est une reconstitution avec les frises originales d'un combat qui s'appelle la gigantomanie, qui montre le combat des géants contre les humains. C'est de la même époque que le groupe du Laocoon qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez des géants et des bêtes qui se mordent, qui s'agressent et tout sur une immense frise qui a été reconstituée, merci beaucoup, autour de cet hôtel de Zeus. Ah, c'est magnifique, hein, je l'avoue, c'est absolument Non, et vous sublime. ne pouvez pas l'avoir vu, justement, et c'est là où je voulais en venir, parce que depuis 2014, donc ça vient de Pergame. Mhm. Le nom contemporain de Pergame, c'est Bergama, Mhm. et c'est une ville qui se trouve près d'Izmir, en Turquie, dans la Turquie actuelle, sur une acropole. C'est un peu comme à Athènes, vous avez une acropole, et en haut, il y avait l'hôtel, il y avait un Mhm. théâtre, tout ce qu'il y a toujours sur une acropole, des temples et des trucs. Et cet hôtel de Zeus incroyable, qui est placé en fonction du soleil. Donc, normalement, le soleil arrive sur la frise le matin et il éclaire telle et telle partie. Puis, quand il se couche de l'autre côté, il éclaire telle autre partie. Et on fait des sacrifices au milieu. Et il y a de la fumée qui monte. Et tout ça, c'est dans un paysage époustouflant. Vous pouvez y aller. Hein. Enfin, si vous prenez l'avion jusqu'à Izmir, après, c'est 1 heure de voiture ou 2. Et on est à Bergama, dans un paysage époustouflant. Voilà. Ça, les Allemands le trouvent, et c'est pas dur à trouver parce que les fragments étaient là, et tout le Mhm. monde le savait, et décident de l'emporter. Voilà, pareil, à partir des années 1870, quand l'Allemagne est devenue un empire. Elle s'est unifiée, elle s'est unifiée en 1870-71, elle devient le Kaiserreich, l'empire, et à ce moment-là, elle veut aussi avoir des grands musées comme Londres et Paris. Elle va faire des grandes campagnes pour très vite rattraper son retard sur ces Mhm. questions. Ça va être le grand moment de l'agrandissement de ce qu'on appelle l'île des musées. Cette pièce-là, cet hôtel de Pergame, en 1945, quand l'armée rouge est arrivée, l'Union soviétique, pour libérer Berlin, il a été empaqueté et envoyé, enfin les plaques, c'est des plaques comme Mhm. ça, ont été envoyées en Union soviétique. Elles sont restées 10 ans à peu près en Union soviétique. Mhm. Elles sont revenues au milieu des années 50. Elles ont été réinstallées. C'était le musée de Pergame qui était dans la partie Berlin-Est pendant la guerre froide.
Et puis arrive la réunification de Berlin, le musée est au centre de Berlin sur l'île des musées, il n'y a plus Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et puis il y a quelques années, enfin, ils obtiennent les fonds pour restaurer et ils ferment le musée. Il a été fermé en 2014. 2014, c'est il y a 12 ans. 12 ans, 2014, ils annonçaient une réouverture 10 ans après, en 2024. Ils n'ont pas rouvert. Maintenant, l'ouverture est prévue pour 2037. Waouh, ah oui, d'accord, il y a un petit décalage là. Il y a un petit décalage. Donc, ça a été fermé de 14 à 37. Ça aura été fermé de 14 à 37. Pourquoi ces pièces qu'on peut démonter, puisque les Allemands les ont emportées chez eux, l'armée rouge les a emportées à Moscou, puis rendues. Pourquoi entre 14 et 37, ou même entre 14 et 18, ou 14 et 20, ou même 14 jusqu'à 14? Pourquoi n'ont-ils pas été prêtés, par exemple, à la ville de Bergama qui les réclame, la municipalité de Bergama et le maire de Bergama qui les réclament au plus tard depuis la réunification de l'Allemagne? Pourquoi, en fait? Pourquoi? Et cette question, c'est exactement la même que vous posiez tout à l'heure. Parce que il y a une peur terrible, qu'on ne leur renvoie pas, parce que ce serait retourné, voilà, donc une peur, disons, de vol, c'est-à-dire de considérer l'autre État comme un État pirate qui ne va pas rendre ce qu'on lui a volé, mais aussi une peur très forte de perdre ce que j'aime bien appeler le monopole de l'interprétation. Vous voyez, ces choses-là, tant qu'elles sont chez nous, il n'y a que nous qui pouvons dire ce que c'est, qui pouvons l'interpréter correctement, de la manière, voilà. Et tout ça est lié et explique la très grande réticence pendant longtemps, et c'est en ce moment qu'on est en train de changer, et c'est en ce sens que je dis que c'est le grand projet de votre génération, ou de ceux qui naissent maintenant et qui vont accompagner tout ça. Il faut que les Européens apprennent à lâcher prise sur ces questions-là, ou au moins, à en discuter, à en parler, à mettre les choses sur la table et à pas tabouiser ou toujours juridiser, légaliser et dire oui, mais si c'est légal parce que l'Empire ottoman nous avait signé un papier qui avait dit qu'on pouvait le prendre, etc. C'est bien possible qu'en 1874 ou 78, on ait eu un papier du sultan qui dise oui, vous pouvez l'emporter. Mais aujourd'hui, on est à une autre époque. Et si certains États considèrent que voilà, les choses ont été gardées ailleurs pendant longtemps, qu'elles sont en bon état, mais qu'ils aimeraient bien les récupérer maintenant, il faut pouvoir en discuter. On ne peut pas en rester à cette asymétrie et à cette violence. Il y a dans votre livre qui est assez intéressant sur à qui appartient la beauté. Il y a aussi toute cette question autour de à qui doivent avoir ces œuvres. Notamment, vous citez un papier de 2014 du Télégraphe qui dit qui explique qu'en gros c'est un texte que je trouve assez fou et qui parle que si on avait laissé certaines plaques du Parthénon à Athènes, en gros elles se retrouveraient désormais dans des stands de kebab, quoi. Et qu'aujourd'hui il y a vraiment ce côté on fait mieux de les garder parce qu'ils sont mieux là où ils sont aujourd'hui finalement, et on sait leur donner l'importance qu'ils méritent. C'est pas forcément faux qu'ils sont bien là où ils sont. Ils sont bien soignés, ça, il faut le reconnaître. Les choses n'ont pas été spécialement abîmées. Voilà. Beaucoup de choses sont invisibles. Vous parliez tout à l'heure des 69 000 pièces, 70 000 venues du continent africain au sud du Sahara dans les collections du musée du Quai Branly. 69 000 pièces, il y en a 1000 qui sont exposées sur le plateau Afrique. Ça veut dire qu'il y en a 68 000 en réserve. Vous voyez, donc beaucoup de choses n'ont pas été montrées. Mais on peut dire qu'en gros, ça a été bien conservé, ou conservé en tout cas. Mais c'est pas parce que nous, on l'a bien conservé que d'autres, aujourd'hui, en 2026, il y a 20 ans, n'auraient pas pu le faire aussi. Les frises du Parthénon, pendant très longtemps, l'argument du British Museum, qui les possède depuis 1816, et c'est lié aussi, l'argument, c'était « Ah, mais non, mais à Athènes, vous n'avez pas de musée ». Et oui, ça c'est un argument que j'ai entendu beaucoup quand j'étais à la fac avec des professeurs, même il y a 10 ans encore, c'était quelque chose qui se disait beaucoup. Ouais. Voilà, c'est un des 5 arguments aussi, là. Donc, c'était, non, on ne peut pas vous le rendre parce que vous avez un musée national qui est vraiment moche et pourri, et puis vous n'avez pas de bon musée pour mettre ça, donc on ne peut pas vous le rendre. Qu'a fait la ville d'Athènes? Elle s'est donné un musée magnifique, extraordinaire, au pied de l'Acropole, le musée de l'Acropole. Si vous allez le voir, vous serez… voilà, c'est une sorte de cube de verre, c'est hyper beau.
On entre et tout, et au dernier étage, donc en parallèle du Parthénon, vous avez le Parthénon sur l'acropole en haut, vous avez le musée au pied du Parthénon, et exactement en parallèle du temple, ils ont prévu une salle où le soleil entre à plein, comme si on était là-haut, mais voilà, c'est protégé et tout, pour les frises du Parthénon. Oui. Et que disait le British Museum? Ah, ben oui. Ben maintenant, vous avez un musée, mais on ne vous le rend quand même pas. Ah ouais, c'est terrible. Donc, c'est là qu'on voit que ces arguments-là, en fait, que les blocages ne sont pas d'ordre technique, ils sont beaucoup d'ordre psychologique, de psychologie collective. On a été des empires et on n'aime pas l'idée d'être redevenus des petits États. Et les musées nous rappellent notre grandeur parce que c'est ce moment où tout a été absorbé par nous. Voilà. Il y a Flop qui pose une question dans le chat. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que les instabilités géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique ou des musées dans des zones archéologiques qui ont été détruites ne donnent pas raison au refus de renvoi dans certaines zones? Bien sûr que les dangers qui pèsent sur certaines régions du monde, et ça tourne, hein. L'Europe au XXe siècle, c'est vrai que voilà quoi. Voilà, Berlin en 1945, c'était pas un endroit super top pour être une œuvre d'art. D'ailleurs, beaucoup ont été détruites, notamment des choses qui venaient de l'actuelle Syrie, de Tel Alaf, qui étaient des pièces, des grandes sculptures incroyables, de très grand format, qui ont été réduites en fragments grands comme des pièces de 5 centimes d'euros, si vous voulez. Donc oui, il y a des endroits du monde qui sont dangereux, et en général, les conservateurs et conservatrices de ces régions-là, et je me souviens avoir eu un échange très touchant avec Felwine Sarr quand on était au Mali, à Bamako, avec le directeur du musée de l'époque, Salia Malé, directeur intérimaire, qui nous avait dit, voilà, nous le Mali, en ce moment, c'est très tendu avec la crise au Sahel, etc. On ne veut pas récupérer maintenant. Nous, tous les jours, on arrive au musée, on a peur pour notre musée. Mais ce qu'on voudrait, c'est que la fenêtre des restitutions ne se referme pas pour que quand la paix sera revenue, on puisse récupérer ce qui nous appartient. Donc, il y a une conscience des professionnels dans les différentes régions du monde pour savoir si le moment est bon ou pas bon. Et simplement déclarer de manière, comment on dit en français, de manière générale, que non, chez vous, en Afrique, il y a plein de pays tranquilles en Afrique. Ouais, c'est-à-dire que dire en Afrique de manière générale. Un pays, c'est un continent avec 56 pays et des régions très différentes les unes des autres. Mais de dire tout simplement, l'Afrique, c'est trop chaud, trop chaud au sens politique, on ne va pas renvoyer. Le Moyen-Orient, on voit ce qui se passe. On ne va pas leur renvoyer. L'Asie, on ne sait pas ce qui va se passer avec la Chine, donc on va pas leur... Et qu'au final, finalement, si on additionne tout ça, il n'y a plus que l'Europe et les États-Unis où tout va bien et où on peut garder les choses. On voit bien qu'il y a une certaine mauvaise foi, disons, à argumenter comme ça, même s'il y a une réalité des dangers dont il faut tenir compte et dont les réclamants et les pays tiennent évidemment compte. Il y a en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez écrit ce livre sur la beauté. Et en fait, ce que je trouve super, c'est à qui appartient la beauté, sur tous ces sujets qui sont très différents les uns des autres. On parlait du buste de Néfertiti tout à l'heure, mais il y en a un autre qui est vraiment très intéressant aussi et qui pose aussi la question des conflits et de ce qu'ils amènent aussi comme spoliation des œuvres. C'est la tête de bronze du palais d'été. Donc c'est une question en Chine aussi. Il y a beaucoup de questions autour de leur restitution et on va y revenir. Et je trouve que c'est un exemple qui peut être intéressant et peut-être un petit peu moins connu. Pour vous rappeler rapidement ce que c'est pour les gens qui nous regardent, les têtes de bronze du palais d'été, ce sont 12 têtes d'animaux en bronze représentant des signes du zodiaque et qui étaient présents dans les jardins impériaux du palais d'été, donc en Chine, et qui ont été faits au XVIIIe siècle par un jésuite milanais du nom de Giuseppe Castiglione pour l'empereur de Chine à ce moment-là. Ces têtes, elles ont été volées. Elles ont été volées au moment du saccage du palais d'été par les armées françaises et britanniques lors de la deuxième guerre je vais y arriver parce que de l'opium, c'était ça, de l'opium. Et elles ont été ensuite soit vendues directement aux enchères parmi les soldats ou carrément disséminées à travers le monde. Et c'est un événement qui est assez intéressant puisque notamment les réactions que ça a suscité déjà à l'époque, puisqu'on a un Victor Hugo qui, dès
1861 va réagir et va dire que c'est un scandale qu'on ait spolié comme ça des œuvres d'un pays d'un pays notamment de la Chine et qu'il faut les rendre. Et c'est dingue que déjà l'opinion publique à cette époque-là se saisissait de ces questions-là et en parlait. Et d'ailleurs, c'est une lettre qui va être visible, qu'il partage au capitaine Butler, qu'il faut rendre ces objets à la Chine. Ça, c'est vraiment le texte de Victor Hugo, si vous avez le temps, si vous le trouvez, enfin, on le trouve facilement. C'est un texte extraordinaire, il est assez court, c'est une lettre. Ce capitaine Butler a demandé à Victor Hugo ce qu'il pensait du pillage du palais d'été. Et Victor Hugo répond franco, en gros, on est des barbares et on a détruit la civilisation des autres. Et il finit ce texte en disant, j'espère qu'un jour viendra où la France régénérée va restituer ses pièces. Donc, c'est vraiment un texte très beau parce que ces pièces ont été restituées. Celle que vous montrez là précisément, enfin 2 de ces têtes. Donc, il y en a 12 parce que c'est le zodiaque chinois. D'ailleurs, très beau film là-dessus, Jackie Chan. C'est un des films, mes films préférés sur ces questions. Jackie Chan, 2012, film sorti en 2012 qu'on a peu vu en Europe, mais qui était un blockbuster au Moyen-Orient, en Asie, etc. Ça s'appelle le Chinese Zodiac 12, donc Zodiac chinois 12. Il raconte toute cette histoire. Donc, il se base sur les faits historiques et il raconte que lui, Jackie Chan, grâce à sa puissance musculaire, va aller récupérer ces pièces. Dans la vie réelle, dans l'histoire réelle, ces pièces appartenaient à Yves Saint-Laurent et à son mari Pierre Berger. Et à la mort d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger les a mis aux enchères à Paris. C'était des enchères hyper féeriques au Grand Palais avec des lumières roses, le tout Paris et tout le monde glamour de la mode était là pour voir cette vente de la collection Berger-Saint-Laurent. Et à ce moment-là, la Chine, les voix anonymes et puis la presse, etc., s'est mobilisée en disant mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas vendre ça, ça appartient au Palais d'été. Et en effet, c'est un très très grand sujet. Je ne peux pas spoiler la suite, mais finalement, c'est retourné à Pékin. Et je ne dis pas pourquoi. C'est trop marrant. Et vous le dites. Je vous laisse aller lire. Il faudra aller lire pourquoi, effectivement. Mais il y a plein de questions aussi autour. Voilà, Victor Hugo peut être content parce que ces deux-là, en tout cas, alors évidemment, il n'y avait pas que ces 12 têtes qui ont été volées. Hein, c'est des milliers d'œuvres qui ont été volées. De jade, etc. Le musée de Fontainebleau, qui s'appelait à l'époque le musée de l'impératrice, était le musée du pliage. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Vous pouvez, si vous allez à Fontainebleau, voir les pièces pliées au palais d'été par l'armée française en 1860 et 61. Il y a aussi des questions aussi politiques qui mémorielles autour de ça, puisque c'est vrai que Xi Jinping a fait du Palais d'été aussi un centre d'éducation patriotique autour de ces questions, de ce qu'ils appellent aussi le siècle de l'humiliation, ce siècle où les Européens voulaient forcer l'ouverture à la Chine, notamment au marché de l'opium, qui a mené justement au pillage de ce palais d'été. Donc c'est vrai que ces restitutions aussi, parfois dans les tensions qui peuvent exister à l'international entre la Chine, la France et d'autres pays occidentaux, se pose la question aussi de ces restitutions à un pays donc, du coup, qui veut le servir pour servir son idéologie. Mais comment est-ce que du coup... Je vais dire un truc là-dessus juste. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Comme toujours, et là, on donne un petit peu l'impression, peut-être, en parlant depuis tout à l'heure, que, en gros, il y a les victimes et ceux qui ont commis ces actes de, voilà. Mais dans les débats, en général, les lignes de partage sont pas aussi simples. C'est pas les Chinois pensent tous la même chose, les Français sont tous comme ci comme ça, ou dans le cas égyptien. Voilà. En fait, il y a une polyphonie. Et ce qui est très intéressant dans le cas chinois, en effet, et c'est bien que vous le rappeliez, c'est que des dissidents, comme par exemple Ai Weiwei, le grand artiste contemporain dissident, lui, il a toujours dit qu'il fallait que non, l'art est fait pour circuler et que rapatrier nationalement les arts, c'est un contresens. Et lui, il a créé 12 têtes géantes inspirées de ces petites têtes de bronze qu'il a fait circuler sur des campus, notamment aux États-Unis, etc., ou dans des villes. Moi, je les ai vus à Berlin, pour dire non, l'art est libre, voilà. Donc, et en effet, certains États peuvent essayer ou instrumentalisent leur patrimoine culturel, mais ce serait naïf de croire que chez nous, nos musées, et je le dis en particulier depuis Berlin, où je vis, sont neutres politiquement. En fait, le fait
montrés au cœur de vos capitales, au British Museum. C'est pas pour rien que ces musées s'appellent British Museum, National Gallery à Berlin, etc. La réunion des musées nationaux, c'est une manière de dire aussi, regardez tout ce qu'on a, regardez, voilà. Donc, dans certains États, disons, la propagande faite avec tout ça est très évidente et peut être malaisante, ou l'est. Et certains peuvent considérer que la manière dont les autorités chinoises mettent en scène ce patrimoine-là est vraiment de la propagande lourde, disons. Mais la propagande plus légère ou plus discrète ou plus subtile menée par nos États à nous, et là aussi, les musées ne sont pas des espaces du tout neutres, jamais. Ils n'ont jamais été. Et juste pour dire un dernier mot sur Berlin, le musée d'ethnographie de Berlin, d'ethnologie, comme on dit en français. Non, d'ethnographie, comme on dit en français. Ouais, tout à fait. On dit en allemand, ethnologie. Le musée d'ethnologie de Berlin est placé dans une reconstruction du Palais des Rois de Prusse, toute récente, toute neuve. En fait, un sorte de Disneyland prussien au centre de Berlin, un Palais des Rois de Prusse qui avait été détruit par la RDA au moment de la guerre froide, qui voulait se distancier du colonialisme, de l'impérialisme allemand. Ça a été dynamité. Et après la réunification, l'Allemagne a décidé, le Bundestag, le Parlement, de reconstruire ce Palais des Rois de Prusse, qui était donc le palais non seulement des rois de Prusse, mais des empereurs d'Allemagne, donc du moment du colonialisme allemand, etc. Et quelle drôle d'idée bizarre d'y mettre les collections ethnologiques, c'est-à-dire ce qui a été pris dans les colonies, par exemple les îles Bismarck, etc., dans le Pacifique, ou en Afrique, où l'Allemagne, on l'oublie souvent, avait des colonies comme le Cameroun, l'actuelle Tanzanie, une partie du Togo et du Ghana, et puis la Namibie. Tout ça, voilà, maintenant, c'est au centre de Berlin, dans le Palais des Rois de Prusse, et couronné par une coupole et une croix chrétienne avec une citation de la Bible autour. Vous voyez ? Donc, c'est pas neutre, c'est pas très neutre non plus. Clairement. Ah non, c'est loin d'être neutre, tout à fait. C'est important que vous signalez ça parce qu'évidemment, ces regards-là, et c'est aussi à quel point est-ce que ces questions de restitution sont aussi des questions diplomatiques aussi entre les pays. Il y avait Soigny qui posait une question dans le chat, parce qu'elles disent aussi le long des rapports que nous entretenons avec ces pays-là et comment est-ce qu'ils évoluent dans un sens comme dans l'autre. Et je pense notamment au fait que, aux efforts qui ont été faits sur les spoliations intra-européennes, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On sent qu'on a été, je dirais, plus efficace, ou du moins le travail a été fait différemment que par rapport à aux anciennes colonies, par exemple. Absolument. Les spoliations pratiquées par le régime nazi dans toute l'Europe à l'encontre des familles juives persécutées, tuées, assassinées, et dont les collections sont venues soit alimenter le marché de l'art, soit alimenter les musées, pas seulement allemands d'ailleurs, puisque certains autres musées européens ont profité de la mise sur le marché de pièces très précieuses pour s'en enrichir et en acheter. Et le Louvre en a aussi acheté. Mais ça n'a pas été si rapide que ça, la justice patrimoniale, le fait que les sociétés européennes acceptent que des restitutions puissent être faites à ces familles. Je me souviens très bien que dans les années 90, quand les premières vagues de restitution ont commencé en Allemagne, que certains musées allemands, sous la pression d'avocats, de groupes de pression, etc., ont accepté finalement de rendre des pièces qui avaient été évidemment spoliées à des familles juives, ou alors en tout cas aux héritiers de ceux qui avaient été spoliés. Je me souviens très bien d'articles dans la presse à cette époque-là, dans la grande presse allemande, le Spiegel, les grands quotidiens, qui disaient en gros ils veulent faire que de l'argent avec ça, ça va quitter le domaine public et ça va revenir, ça va disparaître du regard public, etc. Aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, on se dit mais comment on a pu écrire des choses comme ça ? Ce sont des familles qui ont été spoliées, on leur rend leurs biens, elles en font ce qu'elles veulent. Complètement. Et ce qui est étonnant, c'est que pour le contexte africain, par exemple, alors que souvent, ce sont des familles qui ont été spoliées, des familles royales, des dynasties qui existent encore, je pense tout particulièrement au Cameroun, où les rois traditionnels, les chefs traditionnels continuent d'avoir une grande importance. Bien souvent, ce sont leurs grands-pères ou les arrière-grands-pères des chefs traditionnels actuels dont les palais ont été pillés, détruits, etc., notamment par la colonisation allemande,
pourquoi on dit maintenant on va rendre ça à l'État central camerounais, c'est-à-dire à une gérontocratie euh, du gouvernement de Paul Biya qui est en place depuis les années 80. Pourquoi on n'accepte pas encore, et je suis sûre que ça va changer, mais aujourd'hui on dit, bah non, on ne va pas le rendre directement au roi des Nso, du peuple Nso dans l'ouest du Cameroun ou des peuples de la région Bamileke qui étaient très riches et qui ont encore des royaumes très bien identifiés et les pièces qui ont été prises dans ces royaumes sont très bien identifiées, c'est facile. Pourquoi on va rendre ça à la capitale Yaoundé? Là aussi, il y a une dissymétrie qui est pas, c'est pas juste. Et je suis presque sûre que dans 10-15 ans, ça deviendra tout à fait normal qu'on dise, bah voilà, ça a été pris au roi de, je sais pas moi, de Batoufan, bah, on va lui rendre, on va le rendre à ses descendants d'autres villes de ces régions-là qui sont très représentées, par exemple, justement à Berlin, dans ce musée qu'on décrit pour l'instant. C'est vrai que c'est une question qui est un petit peu, peut-être un peu personnelle, mais c'est vrai que, est-ce que vous avez déjà assisté à des restitutions et est-ce que vous avez analysé, est-ce que vous avez vu ce que ça crée, notamment de restituer des objets comme ça qui sont parfois centraux dans les héritages, dans les mémoires notamment des pays, des pays africains, certaines personnes à qui on a parlé de ces objets qui ne les ont jamais vus et qui les voient revenir comme ça dans leur pays. Qu'est-ce que ça crée? D'abord, ça crée des choses sur le long terme. Se réapproprier son patrimoine, on le voyait en 1815 quand la France a été obligée de rendre à différents pays ce qu'ils avaient perdu, ça prend du temps. À Berlin, par exemple, en 1815, ça a pris 15 ans pour que les Berlinois sachent ce qu'ils voulaient faire de ce qu'ils avaient récupéré. 15 ans, avant que le premier musée public de Prusse soit créé. Donc, ça dure longtemps. Moi, j'ai assisté avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Au retour des 2,5 tonnes de statues, de trônes et de pièces dynastiques qui ont été récupérées par la République du Bénin à Cotonou, en partie grâce à notre rapport. Et j'ai eu ce grand privilège d'être non seulement au départ des œuvres à Paris, mais à leur arrivée à Cotonou avec Felwine Sarr. C'était extrêmement émouvant. Mais ce n'est pas sur le moment qu'on voit ce qui se passe, c'est plutôt maintenant, quelques années plus tard, qu'on voit à quel point ça a redonné une sorte de sentiment collectif mais nous aussi on a une culture matérielle, on n'a pas seulement une culture immatérielle. Souvent on dit oui les Africains, c'est très très général, hein, oui, la culture matérielle ça les intéresse pas, eux, c'est la culture immatérielle, la danse, la musique, etc. C'est pas vrai du tout, c'est que leur culture matérielle leur a été, à certains pays, à certaines régions, leur a été ôtée. Là vous montrez 3 de ces pièces anthropomorphes, c'est-à-dire à la fois animal et humain, qui représentent des rois. Là, vous les montrez encore dans leur mise en scène au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et maintenant ils sont à Cotonou. Et votre question, c'était qu'est-ce que ça fait une société? La meilleure réponse, à mon avis, c'est le film de Mati Diop, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin en 2024, qui s'appelle Dahomey, où elle a suivi avec sa caméra l'emballage des œuvres à Paris, leur retour à Cotonou, et surtout elle filme pendant presque plus d'une demi-heure dans ce film un débat d'étudiants extraordinaire à l'université d'Abomey qu'elle a vie, où on voit ces multiples voix de jeunes qui disent bah nous on ne savait pas qu'on avait tout ça. Il y en a un qui dit notamment moi j'ai été élevé avec Disney, j'ai été élevé en regardant des dessins animés d'Avatar, j'ai jamais été élevé avec des récits sur mon propre passé, etc. Voilà. Donc c'est ça que ça fait, et on ne peut pas dire que ça fait une chose, c'est pluridirectionnel. Ça va dans différents sens et parfois inattendu. Ça peut être juridique, je le disais tout au début, le Bénin s'est donné des lois de protection de son patrimoine. Ça peut être universitaire en créant des cursus pour les conservateurs du patrimoine. Maintenant qu'il y a un patrimoine à la maison sur place, ça fait sens de former des générations de conservateurs. Ça peut être dans le domaine, je ne sais pas moi, des jeunes créateurs de design, de cinéma qui s'inspirent de ces formes dans l'art contemporain, etc., etc. Donc les conséquences peuvent être multiples. Et je voudrais ajouter que j'ai non seulement assisté, enfin j'ai assisté donc à des restitutions comme ça, mais j'ai assisté à des moments aussi très saisissants dans le cadre d'un très grand projet qu'on a mené à mon université à Berlin, qui est l'université technique en coopération avec l'université de Tchang au Cameroun. C'est une
des grandes universités dans la région qui s'appelle l'Ouest, au Cameroun, à peu près à 5 heures de route de Douala. On monte dans la montagne, on arrive assez haut dans une région magnifique, où il fait assez froid d'ailleurs. C'est bien d'avoir un pull avec soi. Voilà. Et avec les collègues de l'université de Chang, on a travaillé pendant 6 ans un livre qui est aussi en ligne gratuitement téléchargeable, qui s'appelle l'Atlas de l'absence. On a tracé la présence du patrimoine camerounais, 40 000 pièces dans les musées publics allemands, et son absence des régions camerounaises où il avait été enlevé. Et pour faire ça, il y avait 2 jeunes collègues doctorants, Irene Machinda et Michaela Slikinga, qui sont allés au contact justement des royaumes ou des villages, des communautés qui avaient été dépossédés, et ils apportaient le plus souvent des photos couleurs ou même parfois juste des photos sur leur téléphone portable pour demander un peu, pour entrer en dialogue sur ce patrimoine disparu. Et Irene Machinda notamment, qui vient de soutenir sa thèse à Chang, avec les félicitations du jury, bravo. a très bien décrit l'effet que ça fait sur des personnes de voir des choses dont ils ignoraient concrètement l'existence, mais dont ils la supposaient, ou qui avaient vu des types d'objets un peu différents chez leurs grands-parents et tout. Et elle décrit très bien comment, en fait, ça peut créer, par exemple, 10 minutes de silence. Elle arrive avec son micro, elle montre ça, elle n'a pas trop réfléchi à l'effet que ça va faire sur, par exemple, un notable du village, et elle voit ça, et cet homme-là ne dit rien pendant 10 minutes, et il ferme les yeux, et au bout de 10 minutes, il lui dit c'est très dangereux ce que tu montres là, ma fille. Pourquoi tu as ça? Et ils entrent directement dans une conversation sur le pouvoir de cette pièce-là. Donc voilà, c'est pas à moi d'en parler le mieux là, il faudrait vraiment demander à... C'est très intéressant, c'est assez touchant, et il y a il y a une citation que vous donnez au début du rapport que vous avez fait avec Felwine Sarr, de Michel Léris, donc, qui est auteur et qui écrit cette lettre à sa femme. Je cite: « On pille les nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. » Et je trouvais que cette phrase, elle était très forte, parce que c'est vrai que finalement, là, on parle d'aimer, donc finalement, il y a une sorte de bon sentiment au départ, et puis finalement, on se rend pas compte que quand on montre ces images, finalement, on a même 10 minutes de silence et des choses, ce que ça crée de là où est-ce qu'ils ont été arrachés, ça crée ce silence-là qui dure 10 minutes pour votre étudiante, mais j'imagine qu'il doit être encore plus long et qui dure des années, en fait, autour de ce patrimoine. Oui, voilà, la question de l'absence, de l'amnésie, de l'aphasie, liée. Quand on sépare une société de son patrimoine, c'est le terme français patrimoine, d'ailleurs, il y a toute une direction de la recherche qui préfère parler, ou qui aime parler aussi de matrimoine, parce que souvent, les objets qui ont été arrachés, ils ont été à des femmes. Et d'ailleurs, ça pose beaucoup d'autres questions de violence. Comment on enlève un collier précieux à une femme qui se retrouve dans un musée de Genève. Toutes ces questions-là ont été traitées dans des travaux récents. Là, je pense à la thèse de Panso Assigam à Genève, à l'Université de Genève, soutenue l'année dernière. Oui, il y a une violence considérable, il y a une perte de parole, perte de mémoire, perte de lien avec soi-même. Et c'est pour ça que toute cette constellation des restitutions, c'est pas seulement, et c'est sûrement pas, c'est presque même pas principalement déplacer des objets physiquement d'un point A à un point B, d'un point B à un point A, mais c'est tout ce qui va autour en termes de réappropriation de soi-même, de comprendre ce qu'on a perdu, de mettre tout d'un coup un sens sur des douleurs fantômes. Voilà, d'une part, et puis ça disons, c'est le côté triste, mais aussi toute la force que ça peut procurer de récupérer ça, et la détermination aussi que ça peut donner, et les nouvelles directions de créativité, etc., ou de spiritualité, ou même une grande discussion qui a lieu en ce moment parmi nos collègues des diasporas africaines, mais aussi sur le continent africain. C'est: est-ce que le musée est le seul lieu possible pour abriter ces choses? Et la réponse est évidemment non. Il y a beaucoup d'autres options possibles. On le disait déjà dans le rapport avec Felwine Sarr, mais il suffit de regarder nos propres
configuration ici en Europe. On a des églises où il y a aussi des œuvres d'art. On a des familles privées qui ont aussi des œuvres d'art. On a des œuvres d'art dans les mairies en France. Et puis, il y a les musées. Alors, pourquoi penser qu'il n'y a que les musées qui peuvent bien garder le patrimoine quand on le rend? La chose principale, c'est de se dire que quand on rend, on lâche prise. Ce n'est pas à nous, Européens ou aux anciens détenteurs, de décider de ce qui va se passer avec la chose. Il y a une anecdote qu'on entend souvent dire sur le continent africain et qui peut-être peut nous servir de mot de la fin, enfin, la presque fin, c'est voilà, si je t'ai piqué ta Mercedes, je ne vais pas te demander de construire d'abord un garage avant de te la rendre. Oui. Je te la rends. C'est ça, exactement. Vous qui, on arrive vers la fin de notre échange, mais c'est vrai que vous qui êtes française, qui vivez à Berlin, qui travaillez sur ces questions de restitution et notamment des œuvres qui ont été pillées, spoliées en Afrique, c'est vrai que c'est un sujet où finalement il faut être capable aussi de casser ces biais, d'être en permanence dans de casser les préjugés qu'on peut avoir sur toutes ces questions-là, ou comment est-ce qu'on évolue? Qu'est-ce que vous apprenez aussi au fur et à mesure? C'est une belle question parce que c'est vraiment, j'allais dire, je ne sais pas si on dirait comme ça en français, mais en allemand on dirait comme ça, une science transformatrice. C'est-à-dire que non seulement avec ce travail, on a avec Phil Winsar et puis le mien à titre individuel, et puis avec mon équipe extraordinaire, et j'ai cité quelques membres de cette équipe à Berlin, on a fait bouger les choses, on a transformé, disons, le débat, ou en tout cas on a contribué à le transformer, mais moi-même je suis complètement transformée, je ne suis plus du tout la même personne il y a 10 ans et maintenant, parce que j'ai vécu des choses, j'ai compris des choses dans le travail d'équipe, en particulier dans l'intelligence collective, qui font que je suis un autre humain maintenant. Et ça sonne un peu pathos, mais voilà, j'ai fait des expériences notamment. Enfin, je vais essayer d'en décrire une rapidement parce qu'elle m'a beaucoup, elle m'accompagne. Quand on écrivait cet atlas de l'absence avec nos collègues de l'université de Chang, je me souviens d'un moment où on était à Chang pendant la saison des pluies, donc on est là en train de bosser. Le livre était presque fini. On était en train de relire les dernières épreuves, cet atlas de l'absence. Et dans l'atlas de l'absence, la dernière partie, c'est des portraits des acteurs, principalement des hommes, mais quelques femmes, qui ont contribué à la translocation, comme on l'appelle, du patrimoine camerounais vers l'Allemagne. Donc les acteurs, ça peut être les généraux allemands, les militaires, les massacreurs, les directeurs de plantation, etc., qui ont opéré le départ, mais ça peut être aussi ceux dont le patrimoine, les maisons, les palais ont été détruits. On avait les deux. Sauf que pour écrire l'histoire de tout ça, on avait des sources principalement allemandes. Et on écrivait ce texte en allemand. Les collègues de l'université de Chang, c'est des germanistes parce que ce sont les seuls au Cameroun qui peuvent lire les archives coloniales allemandes. Et on est plutôt franco. Enfin, nos collègues camerounais, ils sont polyglottes, ils maîtrisent beaucoup de langues, mais entre nous, on parle français, on est là-bas. Et on écrivait ce texte en allemand. Et un jour arrive un des collègues de l'équipe qui s'appelle Richard Tsogang-Fossi, donc un matin où on était en train de relire tout ça, et il dit, voilà, il y a un truc qui ne va pas, c'est que dans tous nos... il s'est aperçu que dans ces portraits, en fait, c'était toujours, notre syntaxe, c'était toujours sujet, verbe, complément, et le sujet, en général, c'était un Allemand, le colonel machin. Le verbe, en général, c'est arrive ou détruit. Et le sujet, c'est dans le village, enfin, ceux qui subissent, en fait. Oui. Donc, il y avait ce sujet, oui, okay. verbe. L'action voilà. était faite par... D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Okay. Voilà. Et celui qui était le complément d'objet ou celui qui était agi par le verbe, c'est-à-dire le passif là-dedans, c'était le camerounais, si on veut. Et Richard Tsogang-Fossi avait décidé d'inverser. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le colonel machin arriva dans tel village le temps, il disait le roi de Bangoulap, disons, vit arriver pour la première fois un Allemand dans son village à telle date. Et il s'était mis à inverser tout, à remettre en question la syntaxe dans toutes les phrases. Ah, c'est intéressant. Et moi, l'effet que c'était saisissant, puis il pleuvait dehors, vous êtes là, concentrés, en train de travailler avec la lumière des ordinateurs portables, enfin, on est un peu dans l'ombre parce que, voilà,
beaucoup de lumière dehors, mais voilà, il pleut et tout, on est là. Et Richard dit ça. Et moi, l'effet que ça a fait sur moi, c'est que pendant 3 jours, je ne pouvais plus parler parce que j'inversais les syllabes à l'intérieur des mots. Oh. Ça m'a fait un tel truc, vous Mhm. voyez, et c'est ça que décoloniser. C'est comprendre que même la langue, c'est-à-dire ce qu'on porte en soi de plus intime, Mhm. et avec des structures qui font que quand on se raconte l'histoire, quand on écrit l'histoire, on va la raconter avec une syntaxe coloniale, sans le faire exprès, bien sûr. Nous, on ne voulait pas faire ça. Et le fait d'inverser, ça m'a complètement bouleversé Mais oui. les neurones. Après, ça s'est remis dans le bon ordre. Mais vous voyez, quand vous avez vécu ça, en plus, je suis germaniste à l'origine, donc moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question de la langue, d'apprendre une langue, etc., de manière intensive. Quand vous vous apercevez que pendant 3 jours, en fait, vos 2 langues principales, dans mon cas, le français et l'allemand, sont grillées, Mhm. sont remises en question pour avoir compris ça, vous en ressortez différent. Mhm. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas reparler normalement maintenant, mais c'est une expérience vraiment, c'est une expérience extrême. Mhm. Je ne peux pas le décrire. C'est pas presque comme une expérience de presque mort, ou je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, mais c'est vraiment une expérience extrême de perdre sa langue Mhm. dans quelques jours parce qu'on a compris quelque chose de structurel Mhm. au Cameroun, très loin de la. Mhm. Enfin, pour moi, voilà, c'est waouh. Mais merci beaucoup de ce partage pour cette anecdote, mais même pour notre échange qui a été qui montre que aujourd'hui effectivement ce long chemin, effectivement on peut penser que cette histoire elle est très dans la légalité, dans la question diplomatique, politique, sur la restitution, mais qu'en réalité quand on fait ce chemin en fait là, il touche réellement à l'intime et à ces choses qui touchent des groupes, des sociétés. Et vous l'avez très bien expliqué, des individus aussi. Donc merci beaucoup pour cette heure et demie, même un peu plus d'une heure et demie d'échange. Merci beaucoup, Bénédicte Savoie. C'était absolument passionnant. Merci à vous, Théo. C'était vraiment très enrichissant. J'espère que vous en avez appris plus. Est-ce que j'aime bien vous dire, est-ce que vous travaillez sur autre chose? Est-ce qu'il y a des livres, des parutions qu'on pourra découvrir de vous? Il y a aussi comment dire, il y a votre dernier ouvrage, donc 1815, Le temps du retour, que les gens peuvent aller découvrir, s'ils le veulent aussi. Vous parlez notamment de cette matrice de la restitution, d'où est-ce que ça vient en Europe. Mais il y a une question aussi qui me revient et qu'on pose désormais à nos invités aussi. Est-ce que vous avez une recommandation à nous faire pour que les gens partent avec quelque chose de vous, que ce soit une exposition, un livre, une série, un film? Pour moi, c'est le cinéma, hein. J'ai déjà Bien sûr. évoqué Jackie Chan, donc c'est quand même. C'est un film incroyable sur exactement le sujet dont on vient de parler, et je trouve qu'avec sa manière populaire, disons, c'est de la pop culture, mais il est bien renseigné, il est bien informé, et je trouve que c'est hyper intéressant de le regarder. Bon, il y a quelques longueurs, mais si on aime Jackie Chan, c'est bien. Dans le même genre. Et ce qui est bien, c'est que c'est le point de vue des dépossédés, disons. Et dans le même genre, il y en a un autre qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle Invasion 1897, sur le pillage de la ville de Benin City par les troupes britanniques. C'est un film de Nollywood. Nollywood, c'est le cinéma du Nigeria. Très spécial, mais qui part aussi d'un événement historique, donc ce pillage, et qui raconte l'histoire d'un étudiant en histoire de l'art à Londres, qui vient de cette ville de Benin City et qui va décider de voler lui-même, d'aller reprendre des pièces à Londres et les ramener chez lui. Et ça fait un grand flashback qui revient sur l'histoire, et puis il y a un procès. Et puis ma dernière recommandation, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Relooted, qui a été créé en Afrique du Sud et qui consiste à, vous êtes le héros du jeu et vous devez aller dans des musées, récupérer des pièces et les ramener au Grand Musée des civilisations noires à Dakar. Il y a beaucoup de questions de ce jeu vidéo, récemment même sur Arte, etc., ou dans la presse internationale, le New York Times, tout le monde en a parlé. Yes, c'est ça. J'adore. Ben voilà. Voilà, il y a des joueurs de jeux vidéo. Hein. Sachez qu'ici on est des gros joueurs de jeux vidéo, donc écoutez. Donc ouais. voilà, la petite reco aussi. Dans mon équipe aussi, hein, je vous dis que chez nous, si on a suivi toute la. Enfin, dès qu'on a commencé à en entendre parler, on a suivi, on était content qu'ils sortent là. Trop bien. Voilà. Écoutez, il y a aussi des gens qui demandaient est-ce que vous pouviez redonner le nom du film que vous avez donné qui suivait justement la restitution de ces nombreuses œuvres au Bénin?
C'est le film de Mati Diop qui s'appelle Dahomey. Mati Diop, c'est une réalisatrice extraordinaire franco-sénégalaise qui avait aussi fait un film précédent saisissant qui s'appelait Atlantique. Et pour ce film-là, Dahomey, elle a eu l'Ours d'Or à Berlin en 2024. Et puis un autre, si vous voulez vous informer sur un mode un peu plus documentaire, parce que le film de Mati Diop, c'est plutôt une réflexion philosophique, très belle, poétique sur le sujet, plus documentaire, un film d'1 heure qui avait été produit par Arte, je ne sais pas s'il est encore sur les médiathèques, mais il s'appelle Restitué, de Nora Philippe, extraordinaire aussi. Et lui, c'était avant que les restitutions aient vraiment lieu, donc elle était encore dans la période struggle. Il fallait lutter, il fallait faire avancer les choses. Voilà, vous avez plein de recommandations. Si vous voulez, si vous êtes arrivé en cours, je sais que certains sont arrivés pendant qu'on était en train de faire le live, sachez qu'il sera disponible en rediffusion très rapidement sur le YouTube Rivenzi, le Cercle de l'Histoire, également en podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que ce sera très rapidement disponible. Le prochain live Histoire, ce sera la semaine prochaine, puisqu'on fait notre tournée des facs à partir de la semaine prochaine avec nos 5 conférences. Donc là, si vous avez aimé le format de ce soir, sachez que c'est tous les soirs en public en plus. Vous pouvez prendre vos billets pour l'exclamation billets pour venir nous voir Strasbourg, Nantes, Paris, Lille et Bordeaux. Et le prochain live Histoire, sinon on va dire à la maison, ce sera le 27 mai prochain. On parlera de Marc Bloch, puisqu'il y a la panthéonisation de Marc Bloch, un germaniste lui aussi pour le coup, qui parlait, qui était très au feu aussi de ces questions-là. Donc Marc Bloch qui sera panthéonisé très bientôt et on sera avec Florian Mazel qui a écrit qui a dirigé un très bel ouvrage sur Marc Bloch que j'ai juste ici. Donc on en parlera. Merci beaucoup Bénédicte Savoie. Merci à vous. Passez une excellente soirée et merci beaucoup pour votre pédagogie. Et à toutes et à tous, exactement. Merci beaucoup.